Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. C'est Carte sur table, le débat politique sur STV. 21h, 23h tous les mardis. Ce soir, on reviendra grandement sur ce mouvement d'humeur qu'a connu la PHP, la plantation de Opendia. C'était le 18 novembre dernier. 400 employés environ ont entrepris ainsi de faire un mouvement de grève pour dénoncer le licenciement envisagé de 7000 autres employés de la boîte, même si quelques heures plus tard, des négociations momentanément suspendues ce mouvement de grève. On reviendra largement là-dessus pour essayer d'en comprendre les raisons et peut-être évaluer les conséquences et surtout voir si les propositions de sortie vont permettre aux deux parties, les dirigeants et les employés, de s'accorder de façon plus sereine pour l'avenir. Mais vous le savez également, l'actualité, c'est surtout la clôture de dépôt des listes électorales en vue des législatives et municipales du 9 février prochain. Le délai de la date butoir, c'était donc minuit, dans cette nuit-ci. Et pour l'instant, même s'il est difficile d'avoir le point général de tout ce qui se fait au niveau de ELECAM, l'organe chargé d'organiser ces scrutins-là, on va essayer de lancer les premiers jets, les premières analyses pour essayer de comprendre exactement où l'on en est. Mais vous le savez, et également, on va donc parler de cette présence au Cameroun en quelques mois en entrée d'émission. L'arrivée d'une mission de l'Union africaine, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth, juste pour en dire un mot, Moussa Faki Mahamat, le président de l'UA, dit-on, est venu voir et envisager avec les autorités camerounaises des voies de sortie de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors pour faire simple, UA, OIF, Commonwealth, quel rôle pour résoudre la crise dans le NOSO, ce sera le thème d'entrée. Municipal législative 2020, le bal des candidatures. Et puis climat social, comment se porte la PHP. Invité, Joseph Boutou. J'ai failli dire qu'il est un recalé des primaires ou alors des investitures au RDPC. Bonsoir. Bonsoir. Mécontent, on dirait. J'ai dit à le moral. Fair play. Oui, parce que vous savez, je suis au bas de l'échelle dans la direction du parti. Donc je me dois de respecter la discipline du parti. Et lorsque les orientations du parti ont porté sur un autre candidat que moi, je me dois de me mettre en rang pour pouvoir faire gagner mon adversaire d'hier. Hier nous étions adversaires, mais à partir d'aujourd'hui là, nous sommes redevenus une seule personne. Merci infiniment de cette amitié renouvelée à ce programme. Pour apporter votre regard, je rappelle que vous êtes également un diplômé de l'Institut supérieur de management public, une institution évidemment qui forme les managers et qui est située à Yaoundé. Joseph Espoir Billon, lui les candidats, tête de liste, PCRN, à Douala 3e. Bonsoir. Douala 5e. Douala 5e, Joseph Espoir, le grand Douala 5e. Douala 5e tant convoité. Bonsoir, Cabral Libi, c'est le président national. Bonsoir, Odik Tongué. Permettez-moi comme ça de profiter pour dire un bonsoir particulier à un compatriote pour qui j'ai beaucoup de respect. Je parle de Célestin Diamène. Je rêvais tellement de le rencontrer. Sur ce plateau. Malheureusement pour lui, son parti a désisté. Bon. Ah, on l'a rencontré dans la bataille. Dans la bataille. Ben, félicitations déjà. Merci. Monsieur le maire pressenti. Donc on va essayer de comprendre comment s'est passé chez vous, mais également de profiter de votre analyse. Je le rappelle, vous êtes donc candidat tête de liste PCRN. Le PCRN, vous le savez, c'est le parti que conduit désormais Cabral Libi, candidat dans la 5e. Et puis Denis Kouébou, bonsoir. Bonsoir, Dibita. C'est le journaliste que je reçois ce soir, loin de toutes les autres casquettes. Oui, très habitué du plateau de la Reine Ganzeux, mais ce soir, me fait de l'amitié d'être là, parce que vous analysez en tant que observateur politique, journaliste aguerri, et même enquêteur des questions assez, j'ai failli dire délicates, va certainement nous servir ce soir. Merci à nouveau d'être sur cette antenne avec nous. Ouais, si je n'étais pas invité, je serais venu de moi-même. Parce que nous sommes dans un pays où il y a une dictature de l'opinion. Il y a une dictature de l'opinion et il y a une tentative de certaines officines d'imposer leur vue aux Camerounais
de les entraîner dans l'abîme et peut-être de créer des précédents graves. Donc ceux qui ont le courage de leurs idées, ceux qui croient, comme l'avait dit Ernest Ouandjé, que la vérité doit voyager sans passeport, doivent toujours se lever pour aller intervenir là où le mensonge est en train d'être érigé en règle. Donc cette semaine, l'opinion est complètement enrôlée dans une dérive analytique et il était important que nous, on vienne. Donc, merci infiniment, Denis. Et puis enfin, pour ce premier thème, Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Je signale que vous êtes un tranché du SDF ou le MRC. Oui, mais je voudrais également préciser que ce soir, c'est vraiment davantage l'homme politique qu'on a invité pour votre expérience sur le terrain, votre expérience, votre connaissance de la politique. Évidemment, on n'a pas pris du moins on n'a pas demandé l'avis du parti dont vous devriez certainement porter une candidature, le MRC. Donc c'est en tant qu'homme politique que je vous reçois ce soir. Merci d'être là. Merci de me convier à cette réflexion. Moi, je crois que, je dis d'abord bonsoir à tous ceux qui sont autour de ce plateau, tous les panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et merci de m'inviter. Je suis là. Je crois que nous allons passer en revue les sujets que vous avez retenus. Et nous allons parler également de la politique. Et bien évidemment, chez nous, les gens ont toujours pensé qu'un parti politique est une église. C'est-à-dire que quand vous êtes baptisé, vous devez y rester. Mais je crois que les gens doivent pouvoir s'habituer à faire la politique. Peut-être un mot, êtes-vous déçu? Non, je ne suis pas déçu. Parce que l'idée qu'on a eue, c'était que votre départ du SDF pour le MRC était pour vous une possibilité de vous porter candidat, peut-être conseiller municipal, ou est-ce que le retrait du parti ne vous laisse pas un arrière-goût d'insatisfaction? Non, pour ceux qui m'ont suivi, parce que c'est mercredi passé qui m'ont reçu et que je suis allé officiellement dans le MRC, et je leur ai dit que pour moi, les élections municipales et législatives étaient un galop d'essai pour l'élection présidentielle à venir. Et puis, je leur ai dit que compte tenu de tout l'environnement, je suis persuadé, j'ai la ferme conviction qu'on n'attendra pas 2025 pour refaire les élections présidentielles, compte tenu de tout le ramdam. Parce que depuis que les élections présidentielles ont eu lieu, si on vous demande ce qu'on fait au Cameroun depuis un mois, depuis un an, personne ne peut nous dire exactement ce qui est en train de vous gardez la même conviction. Donc je pense que je l'ai dit là-bas. D'ailleurs, ils m'ont investi, mais j'avoue que mercredi, quand je suis venu, je ne suis pas venu pour les élections municipales et législatives. Et je suis très content, n'est-ce pas, que le professeur Maurice Kamto ait posé l'acte qu'il a posé, parce que je crois qu'on en parlera un peu, et puis je vous donnerai mon point de vue. Alors, sans transition, puisque ce n'est qu'un jet, je vais prendre votre commentaire, votre lecture sur la présence au Cameroun de cette mission Union africaine, OIF, Commonwealth. Peut-être je commence avec vous, Joseph Espoir Billon. Que vous inspire cette venue officiellement, selon le message qui a été publié sur le compte Twitter du Premier ministre? Il s'agit d'apporter d'apporter leur vision en vue de la sortie de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, j'ai beaucoup de difficultés à penser. Parce que je pense quand même que le Cameroun est un très grand pays. Ma foi, lorsque un grand pays prend l'initiative d'organiser un événement pour résoudre un aussi important problème comme celui du nord-ouest et du sud-ouest, je pense qu'ils ont mis tous les moyens, sinon ils ont touché toutes les possibilités. Ça, c'est ma contribution, c'est ma réflexion. Maintenant, penser qu'un extraordinaire miracle viendra du ciel, ou je sais pas moi, de l'Union africaine ou du Commonwealth, ou je sais pas moi, de la francophonie pour résoudre un problème qui est camerounais, je veux croire au miracle. Je veux être comme ces Camerounais qui pensent que la solution du Cameroun viendra d'ailleurs. Bon, dans tous les cas, j'aimerais me tromper et croire que cette commission va créer le miracle. Mais je crois que l'idéal, alors si j'avais une proposition à faire dans ce sens-là, j'aurais proposé que les Camerounais s'asseyent comme les enfants d'une même mère, qu'ils décident de s'entendre, de trouver la solution à leurs problèmes. Parce que le problème du nord-ouest et du sud-ouest, c'est le problème du centre, c'est le problème du littoral, c'est le problème du sud. Et tant que ça continuera à rester des régions avec un statut particulier, les gens penseront toujours qu'ils pourront partir des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, pour venir résoudre des problèmes des enfants d'une même famille. Denis Kobo, que vous inspire cette sortie au Cameroun? Il n'y a pas
une suggestion particulière, c'est que l'Union africaine, dont le Cameroun est membre, conduise une mission au Cameroun. C'est vrai que l'Organisation internationale de la francophonie était déjà impliquée dans le grand dialogue national. Ce n'est pas un fait nouveau. Je vois bien derrière la question, je vous parlais tout à l'heure de toute la dérive analytique qu'il y a sur les réseaux sociaux, et c'est un mal pour le pays, où on compte les coûts. À chaque incident, dès qu'on apprend qu'il y a 2 PD et peut-être 3 tondus dans un avion vers le Cameroun, voilà la mission internationale qui vient rétablir les Camerounais dans leurs droits, parce qu'on a des problèmes de fond et personne ne peut en discuter. Aujourd'hui, je crois que la mission n'est pas une mission occulte. Les objectifs sont connus. Et ce sont des partenaires du Cameroun qui viennent aider le Cameroun à se sortir d'une passe qui est difficile. Et il ne faut pas donner une mission extraordinaire à cette arrivée au Cameroun. Là. Je crois que les choses sont assez claires. Aider le Cameroun à résoudre le problème qu'on a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En situation de crise, aucun appui n'est de trop, aucune solution, aucune proposition n'est de trop, tant que cela reste dans le respect de la souveraineté du Cameroun. Tout le monde est la bienvenue ici, mais il est hors de question. Je crois qu'il y en a qui jubilent, mais il est hors de question pour les Camerounais de penser qu'il est possible, même à une grande puissance, d'imposer un diktat aux Camerounais pour sortir d'une crise qui est une crise interne. Merci. Emmanuel Kounié. Oui, vous savez, quand les Camerounais parlent, souvent je me demande s'ils pensent qu'un pays est un saucisson. On peut couper en morceaux et puis vous ne pouvez pas avoir des problèmes dans d'autres domaines. Et je pensais que la solution vient d'ailleurs. Nous avons des problèmes économiques. Les gens arrivent ici, sont dans les ministères, ils nous disent voilà ce que vous avez fait. Nous avons fait le grand dialogue. La Banque mondiale est venue pour voir qu'est-ce qu'on a dépensé pendant le grand dialogue. Et on a trouvé qu'il y avait plusieurs milliards dépensés. Ils voulaient qu'on leur explique comment ça s'est passé. Ils étaient dans les ministères. Et puis ça n'a dérangé personne. Les gens trouvent que c'est normal que des gens soient dans nos ministères en train de donner les directives économiques. Au point que, dernièrement, quand les chefs d'État sont réunis, ils ont dit qu'ils ont félicité, n'est-ce pas, à l'apport du Fonds monétaire international et que les contributions en termes de politique économique qui leur sont dictées les a permis de stabiliser ceci, les a permis de stabiliser cela. Alors ça, c'est de l'ingérence. Ça, c'est de l'ingérence, on ne peut pas l'appeler autrement. Alors s'il y a ingérence dans ces domaines-là, pourquoi les gens pensent que dans d'autres domaines, ils ne peuvent pas avoir des ingérences? Ils peuvent avoir l'ingérence. Parce que nous n'arrivons pas à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc moi, cette affaire de souveraineté, les gens parlent de souveraineté quand il s'agit, n'est-ce pas, de parler quand ils sentent que peut-être le pouvoir qu'ils ont sur des gens peut être entamé, mais le pouvoir économique ici, c'est un pouvoir. Il faudrait que, si les gens pensent que l'ingérence doit être proscrite, qu'ils n'acceptent pas qu'on vienne s'ingérer dans la gestion de nos finances. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas de souveraineté absolue dans ce monde. Nous sommes dans un environnement mondialisé. Et quand le monde est mondialisé, si vous permettez la tautologie, il y a une gouvernance mondiale. Merci. Il y a des plus forts, il y a des plus faibles. Et que les Camerounais cessent de se frapper la poitrine à chaque fois. Non, nous sommes souverains. Nous sommes souverains en quoi? Merci. Nous sommes souverains. Nous n'avons même pas une monnaie qui est la nôtre. On est souverain. Pourquoi on ne dit pas qu'on est souverain? On est en train d'utiliser une monnaie, on garde notre argent chez les Français, etc. Nous ne sommes pas souverains du tout. Joseph, vous avez le même pessimisme, je veux dire. Espoir, crainte, incertitude. Le Cameroun est effectivement un État souverain, n'en déplaise à certains qui sont sur ce plateau. Je voudrais dire que les problèmes du NOZO, qui sont des problèmes liés à un besoin de succession d'une petite partie de la population de ces régions, sont des problèmes structurels, ce n'est pas des problèmes conjoncturels. C'est pas les velléités sécessionnistes dans ces régions-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Et ça veut dire que la solution ne peut pas aussi être conjoncturelle, c'est-à-dire on ne peut pas poser la solution là, maintenant, là, et la mayonnaise prend à l'instant. Ça fait, depuis que ce problème a pris une forte intensité en 2016, à chaque fois, le gouvernement a agressé des solutions dans le sens d'essayer un peu de calmer le jeu et de revenir dans la paix entre les frères camerounais. Mais à chaque fois, on a
semblait croire que la situation ne faisait que s'enliser. Mais il faut que les Camerounais soient patients parce que les solutions que l'État agresse maintenant là peuvent avoir une portée pas forcément de court terme, mais de moyen terme. Vous savez, nous sommes montés un peu d'un cran avec le grand dialogue. Et dans ce grand dialogue, on a évoqué une solution qui peut peut-être, elle, apporter une paix définitive, c'est-à-dire essayer de donner un statut particulier dans ces deux régions-là. Je crois que le gouvernement est à pied d'œuvre maintenant pour essayer de donner un contenu à ce statut spécial. Merci. Et lorsque ce contenu sera su, je crois peut-être que les peuples de ces régions-là, les peuples pourront évaluer et s'ils sont convaincus de ce statut spécial et de toutes les autres solutions que le gouvernement agresse depuis bientôt 3 ans, je crois que nous pourrons avoir une accalmie. On va prendre la transition et puis on va véritablement aller dans le premier thème. Il s'agit de parler évidemment de ces municipales et législatives pour en voir le bal des candidatures. Alors je commence peut-être par vous, Joseph Espoir Billon. Vous avez officiellement déposé votre candidature. Pour vous, est-ce un ouf de soulagement? Je veux dire que le MRC, par exemple, qui a décidé de se retirer de ces élections-là, a dénoncé un certain nombre de contraintes, de freins, à rechercher les documents, à pouvoir les déposer et tout. Vous avez connu les mêmes difficultés. Je veux dire, je reprends ma question. Est-ce un ouf de soulagement pour vous? À vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. Je ne pense pas que on avait tellement peur du MRC au point de vouloir qu'il ne participe pas à cette élection. Au contraire, moi, j'avais promis à mon président national que je viendrai à Douala 5e gagner le candidat déclaré du MRC. Malheureusement pour moi, on m'a privé de ce privilège. J'étais tellement ému, tellement impatient, enthousiaste de savoir qu'à Douala 5e, on pourra, comme ça, sur le terrain, voir un jeune, un novice en politique, quelqu'un que Cabral Libé offre pour une première fois son opportunité, gagner. Parce que nous, on vient pour faire la politique autrement. On vient pour faire la politique des start-up. La politique qui veut qu'on innove et que la jeunesse mette quelque chose de particulier à ce que les gens, la routine de chaque jour. Malheureusement pour nous, le destin l'a voulu, ou alors le président national pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Il faut quand même reconnaître ici que le professeur Maurice Kamto est un très grand homme politique et que lorsqu'il réunit son état-major pour prendre une décision comme celle-là, forcément il a d'autres raisons que nous autres qui ne sont pas dans son secret. En interne, comment se sont déroulées les désignations des candidats au PCRN? Au PCRN, dans sa globalité, je vais me priver de ne pas pouvoir répondre. Mais à Douala 5e plus particulièrement, nous avons essayé le consensus. Ça veut dire, nous avions plusieurs personnes, 4 ou 5, qui avaient envie d'être soit tête de liste, soit 2e, soit 3e. Nous nous sommes retrouvés avec un vote papal. Seulement, nous soupçonnons, comme c'est toujours le cas, chaque fois qu'il y a démocratie, on se soupçonne l'un de l'autre. Moi particulièrement, je n'étais pas trop soumis à cette épreuve, donc je contestais. On s'est donc engagé à ne pas l'accepter si on estimait qu'il n'était pas bon. Mais on s'est prêté quand même à ce jeu. Il faut être honnête, on s'est prêté à ce jeu. Mais il a été contesté. Après, on s'est remis à la volonté de la hiérarchie qui était le directoire du PCRN, quitte à ce qu'il tranche et qu'il trouve à son niveau ce qui correspond ou alors estime être la meilleure solution pour notre arrondissement. Parce que dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est gagner les élections. Peut-être pour finir avec vous, à Douala 2e, SDF, PCRN, EDC, c'est une même liste conduite par Jean-Robert Wafo. Vous avez un commentaire là-dessus? Je ne voudrais pas commenter, vraiment. Vous vous occupez de Douala 5e, c'est le mandat que vous avez. Alors, Joseph Boutou, je l'ai dit à l'entrée, vous êtes un peu considéré comme un déçu, un mal choisi du RDPC. Je suis dans le Dialogo, je crois bien. Oui, j'étais candidat dans la circonscription électorale du Dialogo, précisément pour être député de Moyo-Moussala. Mais le choix a été porté sur l'ancien député.
Parce que je suppose qu'il avait déjà l'avantage d'être plus ancien. C'est vrai que la circulaire du président de la République qui demandait tout de même que les gens qui ont déjà cumulé 3 mandats et qui peuvent déjà bénéficier d'une retraite parlementaire devraient pouvoir céder la place aux autres, parce que le président du parti, de nos partis, avait quand même un besoin, pas qu'il avait, il a un besoin que de nouvelles figures émergent au sein du RDPC. Mais le grand frère qui a déjà 3 mandats n'a pas voulu laisser. Et moi, j'ai choisi de laisser. Bon, voilà. Et puis, c'est la famille. Je crois que normalement, il y a toujours moins de déception. Mais lors de toute cette motion, on a quand même observé de véritables grincements de dents dans plus d'une investiture ou plus d'une désignation de candidats au sein du RDPC. D'aucuns pensaient même que le président national allait personnellement s'impliquer pour amener les gens, pour rappeler les gens à l'ordre, pour rappeler un peu les termes de sa circulaire. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les environnements, tout le monde ne peut pas avoir la même attitude. Tout le monde ne peut pas avoir la même attitude. Je crois que même dans le RDPC, il y a des gens qui ont une attitude qui n'est pas forcément en parfaite communion avec l'esprit du chef. Parce que le chef du parti, le président de la République, son excellence Paul Biya, a quand même donné des orientations, mais on a observé que ça n'avait pas totalement été respecté. Tout simplement parce que dans le RDPC, il y a trop plein d'élites. Tous ces ministres, tous ces directeurs généraux et tout, quand ils vont intervenir sur la base, ils influencent de façon négative les décisions qui sont prises au niveau de la base. Encore que le président de la République lui-même, dans le dernier congrès du RDPC, a fustigé cet état d'esprit d'état-major. Il a bien dit que le RDPC n'était pas un parti d'état-major, mais nous observons que c'est un parti, c'est-à-dire ça résiste. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est que au RDPC, nous sommes suffisamment disciplinés. Nous savons taire les divergences. Et lorsqu'il faut combattre, lorsqu'il faut aller au combat vis-à-vis des autres, des opposants, nous devenons une seule personne. Alors, Emmanuel Kounié, 24 heures après la décision du retrait, quand vous observez les réactions autour de vous, vous vous dites le MRC finalement a bien vu, le MRC a pris la sage décision. C'est ce que vous dites? Oui, moi je pense qu'il faudrait que les gens fassent la différence entre... Parce qu'il y a les ambitions, mais aussi la conviction. Hein? Quand la conviction peut l'emporter sur les ambitions, il faudrait respecter cela. Et moi je pense que c'est le cas. Et puis, je voudrais vous faire remarquer que j'ai suivi très attentivement le discours du professeur Maurice Kamto, et il a dit des choses que tout le monde connaît. Hein. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses qui ont existé et que tout le monde sait que c'est ainsi. Sauf qu'il a dit qu'il avait quelques preuves pour un certain nombre de choses. Mais ce que moi j'ai retenu, et moi je suppose que quelques personnes étaient attentives à ça, c'est que il a précisé que pour aller aux élections présidentielles prochaines, il faut soit avoir un élu, soit avoir 300 signatures. Les 300 signatures sont des signatures des notabilités de la République. De la République qui sont à 98% du RDPC, pour ne pas dire à 100%. Donc lui, il sait bien qu'il ne peut pas avoir ces signatures-là pour aller contre un candidat du RDPC. Il sait également que s'il n'a pas d'élu, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Or, il sera candidat aux élections présidentielles. Conclusion. La conclusion se tire tout seul. Ça veut dire qu'il pense sincèrement que ces élections n'auront pas lieu. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Le raisonnement est purement mathématique. S'il pense qu'il faut moins un élu pour les élections, sauf si vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc il a le choix. Soit il a fait ça pour abandonner la politique. Vous avec? Pas forcément. Non, je dis vous, c'est-à-dire tous les prétendants. Tous les prétendants. Je dis abandonner la politique. Sa carrière n'est pas forcément liée à la nôtre. Nous sommes dans un parti politique. Et j'ai dit tantôt qu'un parti politique n'est pas un temple. Où il y a un maître et les disciples. Où les disciples, n'est-ce pas, apprennent une doctrine
qui est telle qu'ils doivent l'assumer toute leur vie. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne. Si vous pensez qu'on a un peu de respect pour lui et que son confort est considéré comme respectable, alors, soit, cela veut dire, compte tenu de ce que vient de dire, qu'il ne va plus faire la politique, c'est-à-dire qu'il ne sera plus candidat à rien du tout, soit les élections n'auront pas lieu. Ok. Voilà, donc il s'agit de ça. Et il ne s'agit pas de voir ça autrement. Et puis, s'il pense que les élections n'auront pas lieu, je suppose qu'il sait pourquoi il pense comme cela. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai dit aux gens du MRC que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ces galops d'essai d'étape. Parce qu'au Cameroun, même si vous avez la majorité à l'Assemblée, ça ne sert pas à grand-chose. Pour la simple raison que nous sommes dans un pays où il n'est pas dit dans la Constitution, il n'est dit nulle part, que si vous avez la majorité à l'Assemblée, vous aurez par exemple le Premier ministre. Ce n'est pas écrit, c'est dit nulle part. Et nous sommes dans un pays où nous savons que même il y a un pouvoir au-dessus de tout le monde et que même si les hautes instructions du président de la République, comme nous les voyons souvent, sont contraires à la loi, c'est les hautes instructions qui s'appliquent. Donc dans ces conditions, l'Assemblée nationale notre Assemblée nationale est une structure de forme ou de mode, et je ne crois pas grand-chose par rapport à tout cela. Denis Kouébo, votre analyse au regard de tout ce qui se fait là, je veux dire, grincement dedans dans certains partis, candidature, comme on l'a dit tout à l'heure, coalition d'ailleurs, à l'échelle locale, et puis désistement. Vous, en tant que journaliste, je ne vais pas rappeler que depuis peut-être les années 90, vous êtes à l'observation du processus électoral au Cameroun. Vous, quand vous regardez ça, vous dites, le Cameroun connaît une nouvelle étape dans sa marche politique. Bon, quand je suis allé à l'école de journalisme, on nous a appris la théorie de la courbe de vérité. Dans la théorie de la courbe de vérité, pour un journaliste qui enquête, qui recherche les faits cachés, on regarde la possibilité pour un certain nombre d'événements de se produire et de se dénouer de la même façon. Et depuis 1992, toutes les élections au Cameroun se déroulent de la même façon. Les acteurs se comportent de la même façon, notamment les acteurs de type messianique. Lorsqu'on écoute l'éminent cadre militant politique Emmanuel Kounié, parce que je le connais un peu plus que lui-même, comme militant politique. Parce qu'il y a des membres des partis politiques au Cameroun, il y a les militants politiques. Et pour ceux qui ont fréquenté, moi j'ai eu la carte du SDF en 1990, le parti n'était pas légalisé. J'avais acheté à Bonabéry. C'était rare d'avoir cette carte à l'époque. Donc pour ceux qui ont eu à observer les mouvements politiques depuis un certain temps, ils savent qui est militant politique et qui n'est pas militant politique. Il y a des gens qui arrivent en politique. Ça, c'est à l'américaine. Et quand je l'ai écouté, j'ai écouté d'autres cadres, notamment du MRC. Il est constant en tant que journaliste et indiscutable que la décision qui a été prise n'est pas une décision collégiale. C'est une décision qui défie toutes les règles de fonctionnement des formations politiques, parce que tout le monde l'attribue à une personne. Et ce qui est curieux et scandaleux, moi j'ai discuté avec mes étudiants ce matin à l'école, puis dit que je suis curieux de savoir quand est-ce que les journalistes vont poser les vraies questions aux acteurs. Monsieur le professeur, la décision a été prise quand, ou par quelle instance, que disent les textes de votre parti sur des décisions aussi graves. Il s'agit quand même d'une décision assez grave, parce que le MRC n'est plus n'importe quel parti politique au Cameroun, pour qu'on nous dise que le professeur a dit telle chose. Alors, si c'est le professeur qui a dit, moi en tant que journaliste j'observe, je rentre dans la courbe de vérité pour voir les événements, les paroles des acteurs politiques depuis un certain temps. C'est-à-dire comment est-ce que le professeur a expliqué qu'il irait aux élections, qu'il est hors de question qu'il n'y aille pas, que si on boycotte une élection, ça n'a pas de sens. J'ai suivi un communiqué du MRC qui convoque l'instance nationale chargée d'investir les candidats du parti. J'ai été au courant de la réunion de cette instance et d'un certain nombre de décisions, dont des arbitrages, assortis de l'exclusion même d'un ancien député de cette formation politique. Et 2 jours après,
on apprend très tôt, lundi matin, que le MRC ne va pas aux élections. Alors, si on ne veut pas être subjectif, on se dit au moins qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées entre le jour où on s'est réunis pour investir les candidats et le jour où on décide de ne pas passer. Et personne n'a expliqué cela. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens prennent des décisions et parce que beaucoup de médias, de façon naïve ou de façon clientéliste, sont acquis à la cause du MRC, personne ne pose... J'étais sur ce plateau pour une autre émission, il dit tous les citoyens qui signent des chèques en blanc aux hommes politiques auront à en répondre. C'est-à-dire que vous ne posez pas de questions à un homme politique. Le travail d'un journaliste, c'est d'interroger les faits et gestes des hommes publics. Parce que lorsque vous prenez une décision publique, cette décision tombe sur le champ public et soumise à la critique notamment des journalistes, pour deux raisons. Je parcours les forats politiques depuis 2 jours pour dire que lorsque une décision est donc tombée sur le champ politique, les journalistes doivent critiquer la décision, qu'elle dit critiquer au sens prochain du terme, pour 2 raisons. Pour aider les citoyens de notre pays à se faire une bonne opinion et pour aider les institutions, y compris le parti politique qui a pris la décision, qui a posé l'acte de prendre des bonnes décisions. Il ne s'agit pas de dire c'est bien parce que vous posez un acte et vous obligez les Camerounais à dire que c'est bien. C'est le droit le plus absolu d'une formation politique sérieuse comme le MRC de décider d'aller à une élection ou non. Mais ce n'est pas le droit du MRC d'organiser une église nationale pour imposer à chaque citoyen de penser que ce qui a été fait est bien. Non, vous avez posé un acte. Merci. Et le reste, vous laissez à chaque citoyen d'apprécier. Là, et moi aussi, je n'ai pas le droit, j'ai le droit seulement de donner des éléments de compréhension et laisser les citoyens eux-mêmes décider. Il ne s'agit pas pour nous d'aller prendre chaque Camerounais pour lui dire voici comment est-ce qu'il faut on ne peut pas avoir l'unanimité autour d'une telle décision, mais il faut éviter seulement d'organiser une campagne parce que ce n'est pas d'abord juste qu'on organise une élection. Au lieu que les canaux d'analyse et de l'observation d'une élection se mettent en branle, on vient organiser une élection dans l'élection. C'est un événement qui est créé dans l'événement pour que désormais, au lieu de parler du scrutin qui aura lieu en février, on parle d'une formation politique. Est-ce que ce n'est pas la volonté réelle de cette formation politique de détourner l'attention du fait que de toutes les élections pour rentrer dans le messianisme, à savoir parler d'une personne et d'un parti politique alors qu'il y en a 350 au Cameroun. Joseph, au-delà de votre parti, puisqu'on en a parlé dans les premières questions, que vous inspire dans cette première phase du dépôt des candidatures qui, on peut quand même le noter, et les Camerounais ont tout fait pour respecter le délai tel que prescrit par la loi. Vous êtes serein pour la suite du processus? Je suis serein, je fais confiance à l'ECAM. Vous savez déjà que l'ECAM, à la première élection des sénatoriales, avait déjà eu invalidé des candidatures du RDPC qui n'avaient pas été faites selon les règles de l'art. Ça, c'est une jurisprudence qui devrait amener les Camerounais à penser que l'ECAM est une organisation sérieuse, qu'on doit pouvoir faire confiance à l'ECAM. Moi, je fais donc confiance à l'ECAM. Et je voudrais dire un mot sur la défection du MRC, parce que les gens veulent parler du boycott alors que c'est une défection. Tous les Camerounais ne sont pas dupes, savent que le MRC a été incapable d'investir seulement plus de 40 communes sur les 360 communes qui sont au Cameroun. Mais vous voyez le MRC venir dans une élection avec une liste de 36 communes sur 360, mais ça aurait ressemblé à quoi? Je crois qu'ils ont essayé de faire une sortie honorable en disant qu'ils vont boycotter l'élection, mais en réalité, ils sont en train de fuir l'élection parce qu'ils étaient incapables d'avoir des candidats dans l'ensemble du territoire national. C'est une fuite en avant que le MRC est en train de faire. On a vu des messages qui ont fuité, qui ont circulé dans les différents forums. Et à l'analyse, après des enquêtes, des investigations, ces messages sont réels. Ces gens du MRC qui sont des incapables, c'est tout. Ils ont donné le sentiment au Cameroun qu'ils étaient un grand parti, qui était accepté et respecté de tous. Mais on a observé que tout ce qu'ils ont pu faire de mieux, c'est d'organiser du désordre
hors du Cameroun, avec le band de voyous qui écument les rues là-bas en Occident. Voilà ce qu'ils ont été capables de faire. On a observé qu'ils ont... On ne pourrait pas non plus associer... On a observé que... c'est dédié de ces événements. Non, non, il n'y a aucun élément de preuve qui le dise. Puisque moi j'ai vu quand ils sont allés saccager les ambassades, ils ont mis la photo de leur champion comme le président du Cameroun. Est-ce qu'il y a deux... Rien ne montre que ceux qui étaient dans les ambassades sont des militants. Ok, je retire. Sont des militants je retire, mais... Ça aurait pu être la photo n'importe qui d'autre. Ok, je retire, mais on voit quand même qu'ils ont mis la photo oui, du président du MRC. Oui, mais je veux dire qu'on ne peut pas associer. Voilà. C'est un mouvement qui a... Ok, d'accord. Et je voudrais dire qu'ils ont convoqué des marches que personne n'a respectées. Personne. Ils ont convoqué des marches un 26 janvier. On n'a même pas vu 200 alors qu'on défendra, ils diront... On n'a pas vu 200 dans les rues de Douala. Je voudrais observer ici que le RDPC dans les 360 communes du Cameroun avait au moins 4 listes pour demander à être investi. Et si vous totalisez seulement les candidats pour la demande d'investiture dans l'ensemble du Cameroun, les candidats RDPC, vous allez vous rendre compte que seulement les candidats RDPC qui voulaient seulement être soit députés ou conseillers municipaux, seulement ce nombre dépasse déjà l'ensemble des militants de presque tous les partis politiques au Cameroun. Et lorsque vous-même vous voyez cette déferlante qu'il y a eu sur le terrain, mais comment les gens vont encore douter que le RDPC, c'est le seul parti que nous avions au Cameroun? Et comment les gens vont même souvent jusqu'à penser que le RDPC, avec tout ça, a encore besoin de tricher pour gagner? On dit souvent que chez nous, qu'on connaît la grandeur d'un fleuve à partir des petites rivières qui se déversent sur le fleuve. Merci. Voilà. Joseph Espoir, vous voulez réagir? Je vais réagir un peu. Je suppose que c'était un lapsus pour lui. Si pour M. Joseph, il estime que le RDPC est le seul parti au Cameroun, alors il confirme que nous sommes dans un état dictatorial. Nous sommes donc dans un pays avec un parti unique qui est le RDPC et que les autres... Il faut penser dans le bon sens, monsieur. Non, je ne suis pas là pour donner un sens à ce que vous dites. Je suis là pour constater simplement. C'est vous qui l'avez dit et je vous attribue vos propos. Vous dites qu'au Cameroun, il y a un seul parti politique, c'est le RDPC. Moi, je prends acte et je le fais remarquer sur le plateau pour que nous constations tous ensemble. La loi de Pareto. Permettons que vous connaissez la loi de Pareto, non? Joseph, on va le laisser passer. Sur le 80. J'avais juste envie de finir. Ah, ok. Je veux noter ici, je vais insister dessus pour que les Camerounais le comprennent. Que pour mon camarade, mon frère, mon camarade. Vous êtes dans du RDPC, dans la RDPC. On n'est pas que camarades. On n'est pas que camarades d'un parti politique, encore que ça, il faut le savoir. Camarades politiques. Donc, il faudrait donc qu'ils comprennent ici que si pour eux, au RDPC, il y a un seul parti politique, nous comprenons pourquoi les autres partis peinent à pouvoir avoir des manifestations publiques. Moi, j'ai été témoin à Petit Terrain Bonamoussadi lorsqu'on a empêché la manifestation du MRC. Ça, il faut dire la vérité. Il faut qu'on ait de la bonne foi. Moi, je ne suis pas au MRC, peut-être que je ne serai jamais non plus. Mais il faut reconnaître que le RDPC s'arrange à empêcher à tous les autres partis politiques de pouvoir s'émouvoir, de pouvoir se prononcer normalement. Alors, plus généralement, ils profitent non seulement des moyens de l'État. À l'analyse, comment observez-vous la suite du processus depuis ces dépôts de candidature, la clôture de cette phase et le déroulé de la suite du processus? Vous êtes serein? Très serein d'ailleurs. Je peux même vous rassurer que au soir du 9 février, le PCRN aura la mairie de Douala 5e, parce que je suis... Donc vous dites que le processus va se dérouler dans la clarté? Oui, la clarté. Sans fraude? Nous, au PCRN, on fait totalement confiance à l'ILECAM. Nous avons travaillé avec cette institution, mais alors je vous confirme, je vous le dis tout sincèrement, c'est un service, l'un des rares d'ailleurs au Cameroun, qui fait l'effort. Il n'y a rien de parfait, toute œuvre humaine... Vous avez quand même souvenance qu'au lendemain de la présidentielle, Cabral Libye était un peu resté sur sa soif. Hein. Oui, on ne peut pas attribuer tout ça à l'ILECAM non plus. Si Cabral Libye est resté sur sa soif, Cabral Libye n'a pas dit que le taux revenait à l'ILECAM. Si on nous avait permis de dérouler notre mémoire, c'est sûr qu'on aurait eu suffisamment d'éléments pour montrer à l'opinion publique, à l'opinion nationale et internationale, les éléments sur lesquels nous nous appuyons pour avoir cette inquiétude. Maintenant, moi je dis une chose, au moins, tout du moins, l'ILECAM de Douala 5e, je le fais totalement confiance. Je ne parlerai pas pour tous les l'ILECAM du Cameroun.
permettez que je me limite à ce que je connais. Je vais chuter en disant ceci. Nous allons à l'élection municipale et législative de Voury-Est avec les gammes de Voury 3, de Douala 3e et de Douala 5e. Parce que nous avons fait le terrain avec ces gens, nous avons inscrit, nous avons... ils ont coopéré, ils ont aidé, ils sont pour que le jeu démocratique soit vrai. Malheureusement, pour eux, ils auront toujours en face l'éléphant qu'est le RDPC, qui pense être le seul parti politique au Cameroun et qui pense avoir le gâteau national qui lui est sa propriété privée. Emmanuel Kounié, sur la suite du processus. Oui, je suis très content d'écouter mon jeune frère là parler. Hein. J'ai fait espoir. Vous savez, le RDPC a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des caméléons qui vous présentent une couleur. Mais quand un autre moment arrive, ils présentent totalement une autre. Parce que j'ai fait au moins 6 ou 7 élections avec le RDPC. Et puis, le représentant du RDPC tout à l'heure a dit quelque chose d'extraordinaire. Le RDPC est partout. Mais le RDPC doit être partout. À partir du moment où le président de la République est président d'un parti, à partir du moment où vous avez vu comment il a nommé les sous-préfets partout, des gens qui lui font allégeance. Et d'ailleurs, si vous êtes président de la République aujourd'hui au Cameroun, avec cette administration, si c'est même moi qui suis président de la République, dès que j'ai fini de nommer les sous-préfets et tout le monde dans les chefs de commandant de brigade, etc., puisque c'est lui qui nomme les fonctions civiles et militaires, je peux me mettre sur le perron du palais de l'unité et dire mon parti politique est représenté dans tous les 360 arrondissements du Cameroun. Parce que le commandant de brigade et le sous-préfet vont s'arranger pour qu'ils soient représentés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est une administration complètement acquise au RDPC. Et puis, quand ils utilisent l'administration camerounaise pour en faire un parti politique, j'ai le regret de constater que ces gens qui comprennent plus ou moins ce qu'ils font. Parce que vous ne pouvez pas... Et d'ailleurs, Elekam lui-même, dans son rapport, vous avez suivi le professeur Maurice Kamto, dit qu'Elekam a demandé à ce que l'administration soit moins influente dans leurs activités. Hein, que les responsabilités de l'administration se mettent un peu plus en retrait par rapport au travail qu'ils font. Ils ont demandé le bulletin unique. Ils ont demandé qu'on réforme un peu le côté. Ça, c'est dans le rapport de l'ECAM après les élections présidentielles. Mais rien de tout cela n'a été fait. Alors, vous pensez qu'on va aller à ces élections pour avoir des résultats différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir? Je peux vous dire, je prie Dieu que nous arrivions, n'est-ce pas, qu'il nous donne la vie jusqu'à la fin de ces élections, mais vous montez ou descendez, le RDPC n'aura pas moins de 150 députés sur les 380, parce que tout cela est arrangé d'avance. Et ceux qui sont plus jeunes, et qui sont plus comment dirais-je, plus futés, qui arrivent, n'auront que, j'admire leur courage, mais je plains leur sort, parce que je connais la mentalité de ces gens-là. Ils vont donner l'impression d'être corrects. Mais je peux vous assurer que si toutes choses restent égales par ailleurs, d'ailleurs aux élections sénatoriales, le SDF a eu 7 sénateurs. Mais c'est une bataille de titans. On a compté pour au moins 2 ou 3 fois. Ils voulaient avoir 70 sénateurs sur 70 et distribuer quelques sénateurs parmi les sénateurs nommés pour démontrer qu'ils sont seuls au Cameroun, comme il a essayé de le dire. Donc voilà l'esprit de ces gens-là. Comme il l'a dit, il n'a pas essayé, il l'a dit. Non, comme il a dit. Donc ce n'est pas des démocrates, c'est des gens qui ont vécu dans la dictature. M. Biya a travaillé avec M. Aïdjo dans un système dictatorial de 62 à 82. Ça fait 20 ans. Lui-même a été dictateur de 82 à 90. 90, c'est-à-dire qu'en 92, presque 10 ans encore, lui, il a exercé la dictature à un parti unique. Et aujourd'hui, il ne peut pas se refaire une virginité. C'est pas possible. Donc il ne peut pas, M. Biya, le RDPC, ne peut pas être un parti qui assiste à la démocratie. C'est des gens qui ont des réflexes de dictature. C'est M. Biya qui a quand même permis les lois de 90. Il n'a rien permis, je regrette, il n'a rien permis, c'est un effet de mode. La motion de 96. Oui, mais je voudrais vous dire que c'est pas lui qui a permis l'ouverture au Tchad ou en Centrafrique. C'était arrivé au même moment. Le discours de la Bolle, Mitterrand a dit, on ouvre. Comme c'est des bons élèves, ils ont tous ouvert. C'est la Bolle qui a signé les décrets. Non, mais on a signé partout. C'est M. Biya qui a signé au Gabon. Au MRC, vous aimez on a signé partout. Vous avez fait référence aux organisations. Donc c'est pour vous dire que il faut pas nous enfumer avec des histoires du genre on est partout, c'est rien du tout. Ça c'est de la fraude, de la tricherie, et c'est des tricheurs nés. Ils ne font que ça, c'est leur boulot. Et ils ont phagocyté l'administration pour en faire un parti. Il n'y a pas de parti unique qui puisse prendre l'administration pour mettre avec lui. Vous avez vu tous les ministres, ils sont là, sont les ministres du RDPC. Les sous-préfets assistent aux réunions du RDPC. Tous ces gens-là. Il a dit tout à l'heure que le MRC a fait un meeting, une marche, il n'y avait personne. Mais le MRC n'a même pas pu faire le meeting. Même au SDF, chaque fois qu'on a voulu faire le meeting,
Il y a eu les véhicules de la gendarmerie, de la police partout pour empêcher les meetings. Ils n'ont jamais autorisé un meeting d'un parti de politique d'opposition en dehors, n'est-ce pas, des périodes électorales. Donc c'est des gens qui ont, c'est des dictateurs qui ne peuvent pas se refaire une virginité. Donc oubliez la démocratie avec ces gens-là. Similitudes et différences à ce stade du processus par rapport aux élections antérieures. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je veux plus ouvrir une parenthèse sur le RDPC. Vous savez, le RDPC n'a pas un récépissé de création. Ça n'existe pas. L'UNC devient le RDPC. Il n'y a aucun document. C'est une église. Il n'y a aucun document qui donne acte légal au RDPC. Ensuite, le RDPC n'est pas un parti politique au sens classique du terme. C'est une confédération de partis politiques. Et tout le monde a dit que, je crois que même notre ami du RDPC l'a dit, que c'est un parti qui a toutes les élites. Donc c'est le parti des élites. C'est un syndicat donc de partis politiques locaux. Si vous allez dans n'importe quel arrondissement, si vous allez dans mon village, le RDPC existe là-bas comme un parti politique. Si vous allez à Voury-Est, vous savez que le RDPC à Voury-Est ne fonctionne pas comme le RDPC de Voury-Centre. Pour ceux qui ont suivi les choix des candidats, ça se choisit différemment. Donc il y a décentralisation là-bas. C'est plus que c'est un conglomérat de partis. Ça charrie des intérêts diffus, des intérêts contradictoires. Mais comme c'est un rassemblement, quand on dit rassemblement, c'est comme le manjo chez nous au village, tout le monde est là-bas. Mais c'est bien tenu. Vous allez dans la Damawa, ouais, comment est-ce que la vidéo tient, c'est un parti dans le parti. On n'investit pas à Bagno comme on investit à Fumban ou comme on investit à Mbouda. C'est différent. Donc c'est pas un parti politique au sens mais c'est générique pour nous c'est même un peu lâche pour nous d'entamer le débat parce que Biya a signé un décret. Donc ce n'est pas parce qu'on a signé un décret convoquant le corps électoral qu'on se rassemble autour d'un plateau de télévision pour observer que Elekam, qui a organisé les élections en octobre 2018, c'est Elekam qui va organiser les élections qui viennent. J'ai fait un post sur Facebook avant les élections de 2018 et j'ai vu, je peux aller vous parler sur le faux, voir ceux qui sont venus m'insulter. C'est-à-dire qu'il dit RDPC plus Elekam plus sous-préfet plus préfet plus conseil constitutionnel égale point d'interrogation. Tout le monde m'a insulté. Parce qu'il y avait des gens qui il y a beaucoup de gens qui font partie des cercles ésotériques au Cameroun, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir. Ils croient aux choses qui n'existent pas. Donc quand on dit qu'il y a élection présidentielle, puisqu'ils sont la plupart dans les cercles ésotériques, ils ont cru en ce qu'on leur a dit là-bas, votre tour est arrivé. Quand ils vont aux élections, ça n'arrive pas. Ils croient encore, ils inventent encore autre chose. Ils vous disent, ils croient toujours à quelque chose. Donc on croit que ça peut passer. Les gens croient que ça peut passer. Jusqu'à ce que, par exemple, le MRC, que Maurice Kamto décide que le MRC n'est pas. Tout le monde croyait. Il y a des gens qui croient qu'on peut passer. Je suis sur ce plateau, on était là dimanche, ça fait 2 jours. Il dit ici à un camarade du MRC, vous n'avez pas de liste. Il a dit qu'ils sont présents sur l'ensemble du territoire national. C'était dimanche. Et lundi matin, on ne va pas aux élections. Comment est-ce que vous pouvez me dire dimanche que vous avez les listes pour l'ensemble du territoire national et lundi, c'est parce que vous croyez aux choses. Est-ce que le motif, c'est les listes? Non, je viens. Les listes non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Arrêtez, vous n'en savez rien. Oui, moi, je ne peux pas affirmer. Vous allez ramasser n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est que quand on veut faire une bêtise, il y a 2 choses. 1, on fait la bêtise. 2, on justifie la bêtise. C'est tout ce qu'on peut retenir là. Parce que, vous savez, si les journalistes, moi je reviens à nous, si les journalistes n'avaient pas accordé les chèques en blanc aux hommes politiques, on n'aurait pas le catastrophisme actuel au pays. Les gens ne posent pas des questions aux autres. Quand quelqu'un du pouvoir dit un mensonge ici, personne ne doit dire quelque chose. Il y en a qui peuvent venir vous dire ici que Pobia a apporté la démocratie au Cameroun. Tout le monde sait que Pobia n'a jamais voulu de la démocratie, n'a jamais rien apporté. Il dit ça passe, selon que la radio et la télé ou la radio soient acquises à sa cause. L'autre jour, quand vous direz que la politique a commencé à Maurice Kamto, il doit dire que c'est l'UPC. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs vérités en une seule. C'est ça le problème qu'on a avec les élections. Donc, quand on me dit qu'on annonce les élections, on part avec l'existant. Dès que le corps électoral est convoqué, on fait avec l'existant pour ceux qui vont à les élections. On ne peut pas venir, pendant une campagne électorale, discuter de ce qui ne fait pas partie du code électoral. Le code électoral, c'est avant. Et Paul Biya est au pouvoir depuis 37 ans. Parce qu'il y a énormément de gens qui tirent leur épingle du jeu
énormément de gens dans le pouvoir comme dans l'opposition qui tirent une partie importante de la rente politique. Il y a eu plusieurs formes de rente politique. Quand la rente ne vient pas de l'Assemblée ou de la municipalité, la rente politique peut venir des organisations internationales. Vous savez qu'il y a là des organisations internationales qui ont beaucoup de budget à justifier, sont capables. Si moi je dis aujourd'hui que je vais marcher contre les élections, j'aurai beaucoup de financement. Puisqu'il y a des gens qui ont de l'argent seulement pour ça. Si vous dites que vous allez aux élections, il y a aussi des gens qui sont là pour ceux qui ont... Donc, ça fait que la lutte des Camerounais de tous bords, parce que les Camerounais qui sont en lutte sont au RDPC, ils sont au MRC, ils sont au PCRN, ils sont à l'UPC, ils sont dans tous les partis politiques. Les Camerounais en lutte. Mais ces Camerounais en lutte là, ne font pas partie de l'establishment qui se partagent la rente et tout ce qui est trait à alors, Denis, vous avez épuisé votre dernier temps de parole. Ce sera la conclusion pour cette première phase. Pour les autres, monsieur le maire, monsieur le futur maire, peut-être quel espoir, quelle consigne pour les futurs électeurs, pour ne pas être singulier, vos camarades de parti? Je voulais d'abord faire remarquer ici que vous avez dit monsieur le maire. Oui, bon. Après, et vous êtes candidat. Monsieur Tani peut vous dire. Quand j'aurai le candidat maire du SDF demain, je dirais pareil. Moi, je dirais que les jeunes de quelques formations politiques soient maires. Parce qu'on est quand même fatigué. Il faut renouveler le personnel. Pour les personnes politiques, parce que monsieur le futur maire. Ça n'a rien à voir avec les partis. Moi, je peux garantir, je peux rassurer monsieur. C'est une très bonne chose. Que je serai maire de Douala 5e au lendemain des élections. Vous connaissez un seul candidat qui n'a pas cette conviction d'être pour le futur maire? Je ne peux pas parler des autres candidats, je parle de moi. Okay. Je ne peux pas venir sur un plateau de télévision pour vous parler des autres candidats. Absolument. Sinon, je vous dirais pourquoi le professeur Maurice Kamto a décidé de quitter les élections. Lui seul le sait, moi je ne sais pas. Absolument. Donc quand je viens ici, c'est pour parler de moi et de mes convictions. Maintenant, je voudrais dire, s'il y a quelque chose à dire de plus grand ici, c'est que l'élection locale est une élection d'équipe. Et chez nous, au PCRN, nous avons formé une équipe. À Douala 5e, on appelle ça une coalition. C'est 6 partis politiques, plus des membres de la société civile, plus les militants, donc membres du PCRN, avec 4 qui se sont rassemblés parce que nous avons dit l'élection locale, c'est l'élection de tous les habitants de Douala 5e. Nous sommes réunis pour pouvoir faire quelque chose, pour démontrer à Douala 5e que si nous pouvons mutualiser au niveau communal, c'était possible que nous le fassions aussi au niveau présidentiel. Donc à Douala 5e, nous sommes partis avec une mutualisation très forte, une mutualisation des hommes expérimentés, une mutualisation des novices en politique, parce qu'on n'est pas venu à la télévision pour mentir. Moi, je suis novice, moi, je suis à ma première opportunité, mais j'y crois dur comme fer, qu'avec des hommes qui m'entourent, c'est quand vous avez dans votre équipe un homme comme le grand conseiller Dioga, vous avez des grandes personnalités comme les grands partis politiques comme l'UPC de Paul Lipote et tous ces autres qui ont coalisé avec nous. Vous croyez qu'il y a cette coalition à Douala 5e aussi? Oui. À Douala 5e, oui. Qui sont avec vous précisément? On a exactement aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, 6 partis politiques. On a le SDF qui est représenté par Dioga Remy, bon, et les conseillers SDF. Mais aujourd'hui, il est en coalition avec nous, avec le FPD. Okay. De Akérémouna. Il y a l'UPC de Paul Lipote, ici chez nous, qui est représenté par M. Yangamak. On a Mme Doumbé Usine, qui est grande conseillère actuellement à la communauté urbaine de Douala, qui représente aussi l'UPC. Nous avons ici M. Tim David, conseiller MRC, actuellement à Douala 5e. Parce que ça, il faut le noter. Nous avons dans les rangs du PCRN le conseiller MRC, en exercice, qui a pensé que nous avons la meilleure équipe et qu'ensemble, c'est pour ça que je peux rassurer les autres membres de MRC qui pensent que le MRC est sorti de la course en leur disant que non, le MRC n'est pas sorti. Nous, à Douala 5e, nous avons le MRC. On a un conseiller municipal de MRC qui a pensé que le PCRN était la meilleure équipe. Donc nous voulons leur rassurer. SDF aussi avec vous? Non, le SDF n'est pas avec nous. Dans la 5e, non. Le grand conseiller Ndjunga, qui est actuellement conseiller SDF et qui est sorti de SDF pour le FPD. Et avec nous. Mais si je comprends bien, il y a comme une décentralisation. Donc, des candidats. Et à la fin, nous avons M. Njoya Oumar qui représente l'UDC. Parce que l'UDC a décidé d'accompagner le PCRN partout. Okay. Parce qu'il croit en la jeunesse, il croit en l'idéologie. Chez nous, nous sommes progressistes. Et nous prenons un comportement républicain. Merci. Oui, moi je ne crois pas à ces élections. Hein, je ne crois pas à ça. Et d'ailleurs, quand je suis venu mercredi me faire
enregistrés au MRC, je leur ai dit que je ne croyais pas à ces élections-là. Et il n'y aura pas d'élections qui valent quelque chose au Cameroun en dehors des élections présidentielles. Tant que ce régime persiste, vous ne pouvez rien faire. Si M. Biya est encore président de la République, et puis vous allez penser que vous allez faire des changements au niveau des municipalités, au niveau ça sera tout simplement des ambitions personnelles. Mais en réalité, c'est intriguant. Oui, en réalité. Non, on est plus dans le débat. Non, SDF va gagner, mais le SDF va gagner. Le SDF va gagner, mais nous avons l'expérience. Nous avons travaillé à Douala 3e. Nous avons travaillé plusieurs fois. Le SDF a même gagné toutes les mairies de Douala. Mais pour c'est toujours au pouvoir. Oui, mais on s'est rendu compte justement. L'expérience nous démontre que avec M. Biya au pouvoir, vous ne pouvez absolument rien faire parce que tout est verrouillé d'en haut. Et je pense que la vraie élection sera l'élection présidentielle. Et moi, vous me donnez une seconde, quand je suis venu avec le MRC, je leur ai dit que le SDF avait des structures solides, mais n'avait pas de leader réel aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, le leadership n'était pas convaincant. Et qu'au MRC, les structures sont faibles, mais il y a un leadership transversal qui peut aider les Camerounais, n'est-ce pas, à arriver à un changement. Et que le combat est celui-là. Ce n'est pas celui de deux conseillers municipaux, trois sénateurs, etc. Ça, c'est... M. Biya avait bien qu'on se distrait comme ça. Merci, Emmanuel. Mais on l'a fait depuis 37 ans. Je pense que ce n'est plus avant. Votre regard pour la suite, en guise de mot de fin. Je crois que M. Kounié a bien monté une candidature pour participer à cette élection. Bon, maintenant, il ne croit pas à une élection alors qu'il a monté une candidature. C'est quand même paradoxal. Je voudrais dire ici que, mais vous voyez, avec quelle un peu d'arrogance, avec quelle condescendance. Mais vous êtes très arrogant. Monsieur Kounié parle du président Paul Biya. Il le traite de dictateur, de toute forme de mots. Mais vous savez, si Paul Biya était réellement un dictateur, est-ce que vous pouvez vous asseoir sur un plateau de télévision et parler d'un chef d'État avec autant d'arrogance, autant de condescendance? Je voudrais dire que Paul Biya est dictateur, mais votre président qui, de façon unilatérale, a décidé que vous n'irez pas aux élections. Il y a eu une réunion. Quelle réunion? Il y a eu quelle réunion? D'ailleurs, c'est au terme de cette réunion unanime que votre président a décidé de façon unilatérale que vous n'irez pas aux élections. Merci. Et je voudrais dire... c'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin, oui. Oui, je voudrais dire que il y a ce qu'on appelle le métier politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent de la politique. Quand vous êtes député, vous êtes salarié. Aujourd'hui, quand vous êtes maire, vous êtes salarié. Donc, il y a le métier politique. Et quand un soir, vous décidez que des gens qui pouvaient gagner leur vie sur la politique, de façon unilatérale, vous venez dire un jour que personne n'est plus candidat à une élection. C'est pour ça que quand vous voyez M. Koundé, dit la déception. Parce qu'il avait espéré. Je ne suis pas déçu, je n'ai rien espéré. Et puis je voudrais vous dire que l'élection n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Allez vous débrouiller, mais vous perdez également votre temps. Merci. Je voudrais sincèrement remercier Joseph Espoir Billon qui va nous quitter. Il était là pour ce premier thème politique. J'espère qu'on va vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Je vous souhaite d'avance bonne chance. Le chemin est long. Février 2020, c'est pas demain. Il faudra certainement beaucoup d'énergie physique, peut-être de moyens financiers pour porter cette candidature devant les autres baobabs que seront certainement le SDF. Jean-Michel Nitieux est de ce côté, certainement pour les législatives, mais je veux dire qu'il aura certainement un candidat pour les municipales aussi qui va soutenir. Évidemment, on parle pas du RDPC qui est quand même le parti au pouvoir. Bonne chance, on va recevoir derrière à votre place Aloïs Onana, ce sera pour le débat économique. Transition. Bon, on espère que tu seras au moins conseiller. Transition. Mais nous sommes à l'antenne. Bonsoir. Avez-vous, non? Aloïs, les réalités du direct, vous allez entrer sur le plateau. C'est aussi la télé-réalité. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Peut-être qu'on va prendre la transition, ou alors on va y aller tout go. Transition d'abord. Aloïs est là, on y va. Alors, le thème qu'on va aborder ce soir, on va essayer de nous faire comprendre ce qui se passe effectivement en termes de climat social du côté de la PHP, je l'ai dit. Il y a quelques jours déjà, je crois bien que c'était le 18, si ma mémoire ne me trahit pas, un mouvement d'humeur sociale a entraîné sur la rue 400 employés parce que selon des informations de ceux-là, environ 7000 employés dans un processus auraient dû être licenciés
selon les décisions de l'entreprise. Pour l'instant, il y a un accord qui a été trouvé. Tout semble être rentré dans l'ordre, mais on va se saisir de cette occasion. Vous savez, depuis quelques semaines, on suit de près cette situation. On va se saisir de cette occasion donc, pour comprendre effectivement ce qui se passe quand on sait quand même que l'entreprise bénéficie quand même d'un certain nombre d'appuis internes et externes. C'est une entreprise a priori qui fait du chiffre, la banane camerounaise entre autres. Pour comprendre, d'ailleurs, Joseph Boutou, vous avez suivi cette actualité-là, que vous a-t-elle inspiré? C'est une actualité qu'on peut retrouver dans toutes les organisations qui emploient des hommes. Vous savez, la grève est une forme d'expression des travailleurs lorsque les conditions de travail ou alors leurs conditions de vie de façon globale ne sont plus conformes à leurs besoins, à leur état de besoin. Et ils peuvent s'exprimer à travers des grèves. Mais maintenant, lorsqu'il y a grève, il faut toujours avoir la bonne information pour connaître les tenants et les aboutissants, de peur de prendre des positions au risque de se tromper. Mais la grève, c'est un événement qui est normal dans la vie de toute organisation, dans la vie de toute entreprise. Et c'est pour ça que la grève est consacrée par les lois et règlements de la République. Aloïs, bonsoir. Bonsoir. J'aurais dû commencer par vous, mais j'ai éclipsé pour vous laisser le temps de vous installer, de souffler un peu et de prendre la température du plateau. Merci infiniment de cette amitié que vous nous renouvelez à nouveau ce soir. Alors, vous qui suivez, je le rappelle, votre spécialité, c'est quand même l'économie. Vous ne faites pratiquement que cela. Vous qui suivez donc ce sujet, entre autres, de près, avez-vous été surpris? Regarde quand même de la santé de cette entreprise, des réaménagements, une question de gardiennage qui a failli emporter un certain nombre d'employés. Vous, cette situation, quand vous la regardez avec un peu de recul aujourd'hui, vous dites c'était normal, on aurait pu faire autrement? En vérité, cela a surpris plusieurs personnes, parmi lesquelles moi. Parce que c'est en juillet dernier, le 25 juillet, si mes souvenirs sont bons, qu'on a été de ce côté. Et l'entreprise semblait afficher une santé de fer, même si elle n'avait pas encore de manière directe accusé la crise sociopolitique qui sévit, n'est-ce pas, de part et d'autre. Elle n'était pas encore franchement touchée. Et on a eu le temps, n'est-ce pas, d'apprécier le côté social de l'entreprise. On parlait de la RSE qui se chiffrait en moyenne à 1,3 milliard. Ça voulait dire que, et lorsqu'on évaluait les 5 dernières années, on était carrément à presque 1,3 milliard, 1,4 milliard également. Ça voulait dire en fait que les chiffres témoignaient que... La responsabilité sociale de l'entreprise. Oui, justement, voilà. Et donc, idem pour les chiffres d'affaires, ça semblait aller super intéressant. Sauf que, pratiquement 4 mois plus tard, on a en face de nous une grève. Et la grève part des gardiens qui ont appris que parmi eux, il y aura des licenciés. Et l'autre problème, c'est également au niveau de montant que l'entreprise est disposée à donner à quelques employés. On parle de millions pour certains qui ont déjà pratiquement 20 ans, ce que des gens trouvent dérisoire. Rappelons quand même qu'il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, plusieurs raisons qui peuvent amener une entreprise à licencier son personnel. Quand elles ne sont pas personnelles, c'est-à-dire que chaque employé peut juger qu'il est bon pour lui, n'est-ce pas, de quitter, peut-être qu'il en a marre de la maison. Ça peut être une raison de licenciement ou d'auto-licenciement. On peut parler de raison d'indiscipline. Si vous avez quelqu'un qui est indiscipliné et qui a commis une faute, on peut le licencier. C'est tout à fait reconnu. S'il n'est pas compétent, c'est également une raison. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est la raison économique. Et là, c'est elle qui semble, même si elle n'est pas évoquée de manière ouverte, et ce qui me fait pencher vers la raison économique, c'est parce que les textes veulent que lorsqu'on veut licencier dans une entreprise qui a au moins 300 personnes, il faut au moins 4 mois pour qu'on commence donc à évacuer ce qu'on doit évacuer. Et là, on parlait de juillet et nous sommes passés en novembre. Du coup, on commence à parler de licencier. On commence par des gardiens. On se saute un peu, on se dit, mais
qu'est-ce qui a bien pu se passer en l'espace de 4 mois pour que rapidement on commence à vouloir compresser? Heureusement que vous l'avez évoqué, pour l'heure c'est la sérénité, mais n'empêche, pour ceux qui ont les yeux ouverts et commencent un peu à questionner, est-ce que l'argent, peut-être qu'on va le lever un peu plus tard, les subventions, les appuis divers venant de l'Union européenne, comment est-ce qu'ils ont été gérés de telle sorte qu'aujourd'hui on en vienne à distancer des gens qui touchent à peine 108 000 francs. Et donc, c'est super inquiétant, logiquement, et je pense que le moment venu, on aura le temps d'aller en profondeur. Merci pour ce premier jet qui nous situe véritablement dans le bain même de la question. Et d'ailleurs, ça vous a permis aussi peut-être de rattraper le temps de parole. Ces messieurs sont là depuis pratiquement 1 heure. Emmanuel Kounié, vous connaissez aussi l'entreprise. Je rappelle que vous êtes par ailleurs économiste. Vous êtes surpris par cette situation-là? Pas du tout. Je suis même étonné que ça n'arrive que maintenant. Okay. Je suis étonné que ça n'arrive même que maintenant. Parce que, s'agissant des appuis, comme il a dit l'Union européenne, ils ont eu, je crois, 48 millions d'euros. 48 millions 382. Voilà, millions d'euros. Je crois que c'était en 2013. 2013. Mais au même moment, la Côte d'Ivoire, je crois, 44 millions d'euros pour la même filière, c'est-à-dire pour la filière banane. Et on se rend compte très rapidement que la production a beaucoup diminué. Parce que quand la production diminue, automatiquement, les recettes diminuent. Les recettes diminuent. Et en termes de production, je crois que quand on arrive en 2018, quand on arrive en 2018, effectivement, ils sont à 210 000 tonnes, alors qu'ils étaient à plus de 300 000 tonnes. Ça veut dire que la production a diminué. Or, ces financements-là étaient mis à disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à la filière de rajeunir les plantations, etc. Et il semble que, justement, l'association des bananeraies du Cameroun, qui est une organisation socio-professionnelle, qui était chargée de gérer ces fonds, a dû faire la part belle à PHP, qui est une des entreprises de la filière, et a mis 53% de ces fonds à la disposition de PHP, qui s'est mis et les autres éléments, les entreprises de la filière n'ont pas eu suffisamment d'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir reformer les plantations, rajeunir les plantations, pour pouvoir travailler. Et puis, ils n'ont pas, parce qu'en réalité, il s'agissait de donner la même chance à tout le monde. C'est-à-dire de faire en sorte que ces entreprises puissent avoir le même matériel, qu'ils puissent peut-être acheter un avion, mutualiser les moyens pour acheter un avion, qui puisse les permettre, n'est-ce pas, de produire pareillement. Mais il se trouve que monsieur le député de Douala 2, qui est responsable de cette affaire, a privilégié l'entreprise PHP. Et puis PHP étant une entreprise à capitaux étrangers, a régulièrement vendu ses services aux autres entreprises, ce qui a permis à ces entreprises de ne pas pouvoir produire substantiellement. Enfin, je dis comme ça de manière ramassée. Et ce qui fait que les fonds n'ont pas été gérés normalement et la production a diminué pendant que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui était derrière nous dans les années 2013, se trouve aujourd'hui produire plus de bananes que le Cameroun. Et notre production ayant diminué, les recettes diminuent et fatalement, il faut ajuster le personnel. Donc, que ça arrive aujourd'hui, j'avoue qu'ils ont résisté, mais s'ils ne peuvent pas faire un effort supplémentaire, ils vont tout simplement compresser le personnel, qu'ils le veuillent ou pas. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de la crise anglophone, alors que la crise anglophone, en réalité, ne peut pas être considérée comme l'élément majeur qui permette à ce qu'on puisse aller dans le sens de la réduction du personnel dans cette entreprise. Donc il y a une mauvaise gestion, et une mauvaise gestion des fonds qui ont été mis à disposition, n'est-ce pas, de cette filière, et il faudrait justement qu'on comprenne que tout cela provient de cette mauvaise gestion. Denis Kobo, la situation était-elle évitable? Non, la situation était inévitable. On était récemment avec Aloïs sur ce plateau pour discuter et j'attirais l'attention des uns et des autres sur le mensonge qui avait été organisé non seulement par PHP mais par les responsables de l'interprofession. Et je le dis parce que au moment où PHP reçoit les journalistes dans une mission qui était en réalité une mission dont les tenants et les aboutissants n'avaient pas suffisamment été expliqués, il était dit que la seule entreprise
de la filière banane qui se portait bien, c'était PHP. Et parce que M. Gouni évoquait les fonds de l'Union européenne, entre autres, en dehors du renouvellement des plantations, la création de nouvelles plantations, il y avait tout un volet social avec l'appui de l'Union européenne. La sérénité, entre guillemets, qui était donc affichée au niveau social, était une sérénité factice, et la grève récente a donc remis à l'ordre du jour un certain nombre de mensonges. Si le volet social qui était vanté était effectivement pris en compte par la multinationale, par la branche camerounaise de la fruitière, on n'aurait pas cette grève. Donc la grève vient en réalité montrer comment est-ce qu'on souffre dans ces plantations. Ça, c'est les plantations france-africaines. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au moment où les 400 employés sont en grève à PHP, il y a les employés de CDC qui étaient également en débrayage. Ils sont allés à la sous-préfecture, à Tico. Ils sont allés à Tico à quelque chose de malheureux. Bon, au moment où PHP, qui avait donc vanté sa bonne santé, à la fois financière, l'embellie dans les plantations, le volet social qui était au top, tentait une opération d'achat ou de reprise sans façon sur la CDC. Sauf que les employés entrent en grève là-bas aussi. Vous savez que depuis, ils ne travaillent plus du tout. Ils entrent en grève au moment où PHP, donc, qui va avoir cette fichue avec la grève, demande à prendre, alors a obtenu, je vous ai toujours dit qu'il y a quelqu'un qui a décidé au niveau de la primature de leur donner la CDC. Il faut dénouer les choses pour comprendre ce qui se passe. Et ils étaient prêts à prendre 2800 hectares de plantation à CDC. C'est ce qu'on leur a promis, cette personne-là a promis les 2800 hectares. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à prendre 2800 hectares? Ils cherchent à prendre 2800 hectares parce qu'il y a des reliquats des MAB dont on a parlé ici, de 4 milliards, je crois 4 milliards 300 millions. Et PHP, c'est qu'en reprenant 2800 hectares à CDC, ils auront donc les 4 milliards 300 millions de fonds qui restent. Alors, est-ce que ces fonds, donc, sont pris pour développer la banane à CDC? Ce n'est pas possible puisque vous n'avez pas, avec les fonds de l'Union européenne, développé vos propres plantations à PHP. Vous n'avez pas rempli le contrat social dans la dimension sociale des MAB. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui, donc, d'aller reprendre ces fonds et faire à CDC ce que vous n'avez pas pu faire à PHP? C'est important que tout, avec les autres journalistes, on veut c'est que beaucoup de journalistes camerounais s'intéressent à cette question-ci parce que c'est un secteur à fort potentiel de main-d'œuvre. C'est un secteur qui est porteur aussi de notre souveraineté alimentaire parce que si on produit suffisamment de bananes ici, on ne va plus vendre les résidus à 5 doigts pour 100 francs ou 200 francs comme c'est le cas actuellement. C'est que nous devons être regardants sur ce qui est en train de se passer. Donc, les grèves à CDC et PHP viennent relancer, n'est-ce pas, la problématique qui avait été posée et incite ou invite le gouvernement camerounais, aujourd'hui plus qu'hier, à avoir un œil plus attentif sur ce qui est en train de se passer dans la filière banane parce que quand vous avez 7000 employés par-ci, vous avez près de 13 000 employés de l'autre côté. Avec la crise, on veut que la situation se normalise en zone anglophone. Imaginez un peu ce que ça fait à la zone anglophone que 13 000 jeunes ne puissent pas être en train d'activité et que les gens essayent de jouer un peu. Joseph, y a-t-il lieu d'interroger peut-être le management de ce mécanisme-là? Vous êtes spécialiste de l'ISMP, oui, moi j'ai un peu regardé l'historique de cette entreprise et j'ai constaté que elle vient d'abord à la suite d'une privatisation de l'Office camerounais de la banane. Et si l'Office camerounais de la banane a privatisé, ça veut dire que ça ne marchait pas. Et qu'à la suite, il y a dû avoir fusion
3 entreprises pour former la PHP actuelle, c'est-à-dire la société des plantations nouvelles de la Penja, la société de Banaré de Lambomé et les plantations du Haut-Penja. Ça veut dire aussi que c'est un indicateur que lorsque des entreprises acceptent de fusionner, c'est un changement de stratégie. Ça veut dire qu'ils veulent consolider leurs actifs pour devenir plus forts. Ça veut dire que c'est forcément donc un secteur à problème, un secteur qui n'a pas un très fort potentiel. Bon, il est vrai que la banane camerounaise est très acceptée, mais le Cameroun n'est pas le seul pays qui produit de la banane. On produit de la banane un peu partout et il est aussi observable quand même que sur le plan des échanges global, il y a quand même une sorte de rétrécissement du marché à tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine pétrolier. Et tout à l'heure, mon voisin de gauche qui semble très informé de la situation dans cette entreprise a évoqué un licenciement d'abord qui partirait des gardiens. Lorsque on évoque un licenciement de gardiens, on n'est pas encore en train de toucher l'aspect production parce que les gardiens ne participent pas à la production. On devrait peut-être s'interroger, est-ce qu'ils n'ont pas d'outils modernes de contrôle qui voudraient peut-être qu'aujourd'hui dans ces entreprises-là, qu'on limite l'action de l'homme peut-être à cause d'autres formes de surveillance. Ça peut être par caméra ou toute autre chose qui fait en sorte que peut-être que les gardiens soient en surnombre. Vous savez, lorsqu'on produit, tout producteur est rationnel. Et la rationalité voudrait que lorsqu'on investit des capitaux, qu'on puisse y avoir un retour. Personne ne peut payer les salariés pour rien. On dit d'ailleurs, le Code du travail dit dans son article 1er, alinéa 2, que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Si maintenant, peut-être que cette entreprise a des moyens plus adéquats, plus modernes de surveillance, qui voudraient en sorte qu'on diminue le nombre de gardiens, on ne peut pas lui faire de procès. Moi, j'ai eu des contacts avec cette entreprise. J'étais étudiant à l'université de Douala et j'avais quand même remarqué que il y avait tout un département là-bas qui s'occupait des collectivités environnantes. Et il y avait un monsieur là qui est devenu député, monsieur Ndono. Je crois que parce qu'il résolvait tellement les problèmes de ces communautés-là, qu'il a eu l'aura qui lui a même permis finalement d'être député. Après là, je ne sais plus si la PHP n'est plus vraiment trop regardant sur cet aspect social. Parce que vous savez que ces multinationales doivent aussi accompagner le gouvernement dans le rôle. Parce que vous savez, le rôle de l'État, c'est de garantir le bien-être des citoyens. Et lorsqu'une multinationale s'installe et qui emploie des milliers et des milliers de personnes, devrait non seulement tenir compte des problèmes environnementaux dans l'espace qu'ils occupent pour ces cultures, mais aussi contribuer aussi à la politique du gouvernement qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais vous savez aussi, lorsque on pose le problème de licenciement de gardiens, il peut aussi se poser un problème d'insécurité. S'il y a des menaces d'insécurité et qu'on n'a plus confiance aux gardiens qui sont là, il faut aussi regarder. Bon, moi je pense que pour l'instant, si les licenciements concernent principalement les gardiens, on ne peut pas déjà peut-être évoquer une situation de crise. Une situation de crise. Ou un climat social malsain. Alors, les mesures ont été prises. Pensez-vous que sereinement, elles peuvent peut-être rebooster le moral de ceux-là qui étaient inquiets il y a quelques jours encore pour maintenir tout au moins le niveau de production actuel qui sait peut-être l'accroître? Bien, si les raisons profondes sont purement économiques, eh bien là c'est du sparadrap sur une plaie béante. Ça ne pourra pas résoudre le problème. Il faut maintenant, si ce n'est pas résolu, il faut maintenant questionner le management. Quelqu'un évoque le management là il y a quelques secondes.
qu'est-ce qu'on a justement fait des subventions? C'est quand même beaucoup d'argent. Si on parle de 48 290 000 euros, c'est sur 7 ans. Mais en 7 ans, quand même, les employés ont toujours décrié les conditions de travail. Sur 3 ans, voilà. Merci. Et il faut vous rappeler que depuis quand même 2009, on parle toujours des conditions de travail qui ne sont pas au top dans cette entreprise. Il vous souvient quand même que lorsque M. Joandé se rend de ce côté-là, on est les années, je crois, 2007, on avait déjà évoqué les employés, se plaignent déjà des conditions de travail qui n'étaient pas idoines. Et lorsque vous allez de ce côté, vous n'avez qu'à voir un peu la différence fondamentale qu'il y a entre les maisons dans lesquelles les employés, je veux dire quoi, leurs maisons personnelles et les champs. On a envie de croire que le champ est mieux construit que la maison de l'employé, du travailleur. On a envie de questionner la manière de traiter le traitement salarial. Oui, on peut exceller dans le domaine social, construire des écoles, construire des forages, ravitailler l'hôpital, s'il y a un hôpital localement, voilà, de Malte. Tout ça. Mais sauf que si, à la fin, un employé moyen qui a 108 000 et ne peut pas se construire, comment voulez-vous qu'il soit content le matin lorsqu'il se lève pour prendre un bus que vous avez acquis, n'est-ce pas, pour son transport? Je pense que si on gagne minimalement 5 millions d'euros par an, minimalement, il est quand même de bon ton que que je veux dire quoi, que les employés le ressentent, n'est-ce pas, dans leur quotidien, que quelqu'un le matin en enfilant ses bottes soit content. Quelqu'un évoquait également notre aspect, avoir un œil attentif sur la gestion. J'avoue que la question de la banane au Cameroun est une question vraiment... Je dois avouer que j'admire votre courage parce que c'est une question vraiment sensible. Il vous souvient qu'il y en a qui ont fait la prison pour avoir voulu voir de près dans cette question. Et aujourd'hui, ils sont en liberté, c'est vrai, mais il faut dire que c'est une question, lorsqu'on l'évoque, il y en a qui même si dormaient, à certains vont se réveiller pour dire attendez, on parle de nous. Un temps, on a évoqué les actions qui viendraient du chef de l'État. C'est vrai qu'il y a eu un démenti une fois de M. Armel François qui avait dit qu'il n'en était rien. Mais sauf que c'est une entreprise quand même qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Tantôt, c'est des impôts qui ne sont pas payés. Tantôt, c'est le chef de l'État qui aurait des actions là-bas. Tantôt, bref, elle est un peu différente. Un sujet tabou. Oui, carrément, c'est un sujet tabou. Pourquoi donc un sujet tabou? Alors que l'État, je pense en 2009, lorsqu'on commençait avec le DCE, on disait que non, il est tant que de 2009 à 2020, qu'il y a au moins 500 000 emplois, 500 000 tonnes, n'est-ce pas, produites, n'est-ce pas, par la pêche. Mais sauf que on est en 2019. Pas toute la filière. Oui, mais sauf, oui, pas toute la filière. Aujourd'hui, on est à presque. On n'a pas atteint carrément. Qu'est-ce qui fait, malgré les sommes d'argent importantes qui ont été injectées là dans l'affaire, pourquoi ça patine, même pas patiner? On a le sentiment que ce qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est une preuve palpable que ce qu'on a eu jusque-là comme chiffre était quelque peu retouché. Emmanuel, y a-t-il lieu de s'inquiéter, de s'alarmer, ou alors y a-t-il des mesures pour assurer ce personnel? Non, moi je crois que le gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités dans ce domaine-là. Parce que vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui en 2015 produit environ 302 000 tonnes et vous vous rendez compte qu'en 2018, je crois en 2018, vous êtes à 210 000 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, de la production. Et la banane joue un rôle très important, n'est-ce pas, dans notre économie. Donc, rien que ces chiffres-là devraient attirer notre attention. Et puis, quand la production baisse, ça entraîne automatiquement la baisse des revenus. Et puis, la baisse des revenus, le personnel est là. Ça veut dire que les charges deviennent un peu plus lourdes sur l'entreprise. Donc, on doit certainement se demander, puisque quand ils ont eu le financement de l'Union européenne, il s'agissait de rajeunir les plantations, de trouver, d'avoir des intrants pour tout le monde, parce que ce n'est pas seulement la PHP, que les autres entreprises puissent avoir un peu plus de possibilités de fonctionner, que toutes les plantations soient rajeunies et que la production augmente. Et puis, je voudrais vous signaler qu'au même moment, la Côte d'Ivoire a eu également le financement un peu moins. Nous avons eu 48 millions d'euros. La Côte d'Ivoire en a eu 44. Mais aujourd'hui, la position de la Côte d'Ivoire est inférieure à la nôtre. Aujourd'hui, elle est passée devant nous. Parce que
la gestion est un peu plus sérieuse là-bas. Et aujourd'hui, en 2018, si la Côte d'Ivoire a 315 000 tonnes, nous sommes encore à 210 000 tonnes. C'est-à-dire que nous avons diminué pendant qu'eux, ils ont progressé. Donc, quand on a cette analyse comparative, il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que chez nous, ça ne marche pas. Ça veut dire que la gestion n'est pas bonne. Et si la production diminue, automatiquement les recettes diminuent. Et puisque le personnel est là, les charges vont certainement peser lourd sur l'entreprise. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit à mon entame sur ce sujet, que moi j'attendais depuis au moins 2 ans que quelque chose se passe là-bas. Bon, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, mais la vérité c'est qu'ils ont commencé par les gardiens. Si rien n'est fait, ça va toucher le personnel, parce qu'en réalité, si on ne peut pas arracher les plantations, si on ne peut pas faire en sorte que ce soit un peu plus fluide, que les intrants soient distribués, que l'État puisse suivre un peu ce qui se passe là-bas, pour que ceux qui vont gérer ces fonds puissent se rendre compte, qu'on voit un peu comment ça s'est passé, ça va aller baissant, et puis à un moment donné, on sera obligé, n'est-ce pas, de commencer par la réduction massive des personnels, et ça va créer davantage de problèmes. Je crois que le personnel même qui est arrivé a compris tout de suite que quand on a commencé par les gardiens, ça va très rapidement se retrouver sur le personnel de production, et c'est pour cela peut-être qu'ils ont lancé cette alerte. Denis, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Je ne révèle rien de ce que je dis, que j'ai rencontré récemment un conseiller du président Biya pour parler des affaires de la banane et beaucoup de bruit qu'il y a autour. Donc, je crois que sur la question de l'actionnariat et autres, il y a beaucoup de trafic d'influence. Je ne serais pas journaliste, que j'aurais déjà demandé qui. Non. J'ai bien vu que vous avez porté les gants. Oui, bien sûr. Il faut protéger. Je ne vous ai pas coupé, allez-y. Protéger un certain nombre de personnes. Et il y a beaucoup de trafic d'influence. À l'époque, on parlait des hautes institutions du président de la République. Aujourd'hui, c'est plus simple lorsque vous voulez bafouer les droits des citoyens de dire ok, le président il est dans l'affaire. Oui, le président est dans l'affaire. Bon, le président est dans l'affaire comment? Le président, même si par exemple était dans l'affaire, c'est pour que ça marche. Et le fait qu'il soit, même s'il y était, ce n'est pas pour que tous ces intérêts-là soient en jeu. En réalité, il y a une affaire qui est une affaire france-africaine. C'est de ça qu'il s'agit. La malédiction de la banane camerounaise vient des subventions de l'Union européenne. De toute façon, c'est depuis qu'on a les subventions que la production a plombé. Ça n'a pas baissé, ça a plombé. Ça a plombé, et vous pouvez regarder, je crois que c'est pour ceux qui regardent la place portuaire. On a parlé du quai et banane. On a construit un quai à 7 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Quand vous prenez le gravier, le sable et le ciment pour construire un quai, est-ce qu'on a vraiment besoin, pour ceux qui connaissent le prix du ciment, ils connaissent le prix du ciment sur le marché, et sur la place du port de Douala, le ciment coûte moins cher que sur l'ensemble du Cameroun, parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez construit un quai à 7 millions d'euros. Ça, même si vous mettez une brouette de sable pour un sac de ciment et du gravier, ça ne peut pas donner 7 millions d'euros. Tout le monde peut aller, moi je suis allé regarder le quai pour voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas honte, non, c'est que vous regardez comme ça, quand vous regardez les dépenses qui ont été faites sur les fonds d'appui de l'Union européenne, vous posez des questions. Sauf que personne ne dit que c'est des fonds publics. La subvention a été accordée à l'État du Cameroun. Et notre fait dans cette enquête, c'est d'insister à dire qu'il ne faut pas confondre une personne ou un individu à l'État du Cameroun. Il ne faut pas que les agissements des individus maintenant soient imputés à tout un État. Parce que l'État du Cameroun en matière financière, c'est quand même le ministère des Finances. L'État du Cameroun, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un directeur ou un conseiller ou n'importe quel agent public à Douala. Donc il faut que l'État, quand je parle de la prise de responsabilité de l'État, il faut que l'État du Cameroun dise aux Camerounais, parce que cette subvention a été accordée à l'État du Cameroun, que l'État nous dise où sont passées les subventions. Que l'État du Cameroun se rende compte que une entreprise qui a eu 70% des subventions et qui n'a pas pu développer 1000 hectares de plantations promises ici, je crois qu'ils en ont réalisé 400 hectares, n'aille pas prétendre récupérer 2800 hectares chez CDC comme prétexte à l'appropriation des restes des 4 milliards 300 millions qui restent. Je crois qu'il faut qu'on puisse lancer cette alerte-là, qu'on puisse tirer sur cette sonnette d'alarme pour que
tout s'arrête, que non seulement l'État audite l'utilisation de ces fonds. Qui sont les gens n'ont pas dit à l'État que c'était les fonds alloués, attribués à l'État du Cameroun. C'est comme si c'était de l'argent qui allait dans des caisses privées. Il n'est pas normal, dans la justice même économique, qu'une entreprise, elle seule, dans toute une filière, ait 70% de fonds et qu'elle soit incapable de développer quoi que ce soit. Comme pour rajouter à la confusion que l'entreprise qui a reçu 70% des subventions, pour ne rien faire, prétende encore au reste des subventions qu'on a sur la place au titre du redressement d'une société concurrente qui est la CDC. Et la CDC se tait. Parce que la CDC elle-même a dépensé 2,5 milliards de subventions de l'Union européenne pour le paiement des salaires, alors que ces fonds étaient destinés au développement de leur propre plantation. Tout le monde, je vous ai dit la dernière fois ici qu'on dit que c'est à cause de la crise anglophone que la CDC est tombée. Non. La CDC, ça c'est l'État du Cameroun, doit rembourser les 2 milliards qui ont été utilisés pour payer les salaires, alors que la subvention, ce n'est pas pour payer. Si on accorde une subvention à STV pour aménager le studio, ce ne sera pas pour payer les salaires. Si vous payez les salaires, c'est un détournement de fonds et vous devez rembourser. Vous voyez qu'il y a ces manquements-là parce que l'État ne regarde pas. Aujourd'hui, qui va rembourser? Quand on dit CDC, c'est l'État. C'est une société qui est complètement tombée, sauf que l'État doit rembourser cet argent. Alors que si on avait été regardant de bout en bout, on ne serait jamais arrivé là. Il faut rapidement que l'État du Cameroun chercher à faire entrer sur le marché de la banane des acteurs qui ont des fonds. On ne peut pas venir, en fait, les acteurs principaux aujourd'hui, avec l'interprofession, se contentent de la rente des subventions. Alors que pour booster le secteur, il faut encourager l'entrée en jeu de ceux qui ont effectivement de l'argent, pas de ceux qui prétendent vouloir vous prendre des parcelles pour ensuite aller grapper sur les subventions. On ne peut pas investir sur des subventions. On investit sur des fonds propres. Les subventions, c'est un appui. Alors, si l'appui devait... Si nous-mêmes, ici, à STV, on dit, au lieu que la télévision se nourrisse de sa production, il y a la subvention à côté, mais tout le monde baisse les bras, on fait la rente, on fonctionne grâce aux subventions. À un moment donné, la subvention doit cesser d'être une manne qui est partagée par des personnes qui sont tapies dans l'ombre. Il faut redonner place aux affaires dans le secteur en encourageant une saine concurrence. La saine concurrence, aujourd'hui, passe par l'entrée en jeu d'acteurs nouveaux. La saine concurrence passe par la répartition équitable des subventions, s'il y en a, et que l'État joue son rôle d'arbitre, parce que ceux qui sont à l'interprofession aujourd'hui et qui sont chargés d'arbitrer sont plutôt aux ordres et au service d'un seul opérateur et non des autres. Si d'ici et à terre personne, on n'a pas vu une alerte venant de ceux qui sont chargés d'organiser la profession. Si d'ici ne va pas se relever, mais on sent que ceux qui sont chargés d'organiser la profession veulent aider plutôt un seul acteur et non les autres à reprendre en fait la CDC. Et en fait, la reprise, c'est entre guillemets, c'est une technique pour aller siphonner le reste de la subvention qui est là, de 4,3 millions, 4 milliards 300 millions. Il faut, moi je suis content que il y ait de plus en plus de cette forme-là. Moi j'ai été habitué aux médias étrangers qui s'intéressent aux affaires, qui insistent. Parce que c'est notre rôle. Nous, on n'a rien à donner à l'État du Cameroun, mais c'est notre rôle d'organiser ce type de résistance-là pour que les gens, on demande aux gens de regarder. On leur dit, allez voir. Pour nous dire, nous ne sommes pas des dirigeants. Mais il faut que ceux qui sont les dirigeants aillent regarder. Parce que c'est quand même de l'avenir du Cameroun qu'on est en train de comprendre de parler là. Ce choix de l'État de ne consacrer plus que la majorité des investissements, des moyens d'accompagnement à une seule entreprise. Je veux dire, c'est l'expertise de cette entreprise-là, c'est son expérience dans le domaine. Oui, j'aurais souhaité que M. Kouebo nous dise, parce que la CDC est une entreprise qui a de multiples cultures. Bon, quelle est la banane représente
quel pourcentage dans la production, dans les activités. Dans les activités. 40 000 tonnes, ça c'est 40 000 Voilà. tonnes. Maintenant, quelle est la production de la PHP? Parce qu'il faut savoir qu'on ne distribue pas la subvention par le nombre d'acteurs qui sont... L'équité peut être au prorata. Mais au prorata, vous avez raison, on va pas la donner... PHP produit quelle quantité? La CDC produit quelle quantité? Si on a tous ces indicateurs-là, on peut aisément savoir pourquoi on donne plus de la moitié à la PHP, mais quand on n'a pas ces indicateurs, ça devient un peu embêtant de sortir. On ne conteste pas la répartition de la subvention. C'est-à-dire que c'est normal, vous avez reçu 70% de subvention parce que vous êtes le plus gros producteur. Sauf que vous devez donc porter la croissance, porter la production, puisque vous êtes le plus gros producteur. Ce qui n'a pas été fait. Vous avez reçu 70% de subvention. Il y a une baisse de production. Et c'est pour ça qu'on voit plutôt le plus gros opérateur du secteur, parce que c'est lui qui doit porter la croissance. Et M. Kobo a aussi évoqué une possibilité de détournement à la CDC dû au fait que on a donné la subvention pour booster la production de la banane à la CDC, mais il semble ne pas mettre la ressource humaine, les hommes, c'est-à-dire les travailleurs de la CDC. La subvention est spécifique, c'est-à-dire que quand vous donnez la subvention, il est dit que vous utilisez 10 francs pour la plantation, vous utilisez 15 francs pour le social, c'est-à-dire que la subvention est subdivisée, c'est structuré comme ça. On vous dit pas, on vous laisse pas le loisir à vous. Non, on dit cet argent sert à la plantation. Il y a l'argent pour la dimension sociale. Et le besoin part d'où? De la personne qui reçoit la subvention, ou alors c'est la personne qui vient donner la subvention qui fixe le besoin. Oui, il ne faut pas le besoin. Non, bien sûr, quand vous et vous croyez que ça peut... Ça se fait après. Vous croyez que ça peut être efficace, ça? Je crois que si vous voulez m'aider, c'est moi qui devrais vous dire ce dont j'ai besoin pour que l'aide que vous allez m'apporter soit efficace. Mais si vous venez me dire que, comme moi je vois que vous êtes pauvre là, moi je vais vous donner 100 000 là. Vraiment les 100 000 là, il faut acheter une bouteille de gaz, vous achetez un frigo et vous achetez, alors que en réalité, moi j'ai même d'abord besoin d'un matelas parce que mes enfants dorment au sol et tombent malades tous les jours. J'ai d'abord même besoin d'un matelas pour que mes enfants puissent dormir. J'ai besoin de fermer une partie de ma toiture qui coule et qui laisse l'eau couler. Et c'est pour ça qu'on a dit, si vraiment les Occidentaux aussi pensent que les problèmes ne doivent pas surgir de la base pour jaillir et être résolus de la meilleure des façons, on ne peut pas avancer avec ça. Vous savez, le fait de penser ailleurs pour venir implémenter, on appelle ça de l'isomorphisme, ça pose des problèmes. Je vais vous raconter une histoire, ça concerne les politiques publiques. Quand il y a eu le choléra dans la zone de l'extrême nord, on a pensé que les populations là, comme on disait, qui déféquaient en plein air et tout ça là, qu'ils avaient besoin de toilettes. On est allé leur construire des toilettes modernes avec ciment et belle toiture. Et lorsque l'équipe de contrôle est revenue quelques temps après, on s'est rendu compte que personne n'avait jamais utilisé ça comme toilette, mais les gens avaient plutôt gardé leur mille... parce que le véritable problème, c'est que leurs habitations de fortune ne leur permettaient pas aussi de bien conserver leurs aliments. Et ils ont plutôt utilisé ça pour le besoin qui s'imposait. Ça veut dire qu'il faut toujours interroger le besoin à la base. Et si on ne peut pas interroger le besoin à la base, parce que le problème de la CDC, c'était supporter les charges sociales. Parce que si le personnel n'est pas... Qu'est-ce que fait de sa production? C'est pas une ONG. Quand vous avez une entreprise qui produit la banane, vous n'attendez pas les subventions pour payer les salaires de vos employés. Et puis, il me semble que cette PHP est une filiale de la compagnie fruitière de Marseille, donc une multinationale, une entreprise à capitaux privés. Et je pense quand même que, ne serait-ce que sur le plan des compétences, parce que c'est des entreprises qui sont partout dans le monde entier et qui ont quand même une certaine durée de vie dans l'espace et dans les filières qui sont des filières fruitières, et notamment la banane.
c'est comme des entreprises qui ont déjà quand même capitalisé un ensemble de compétences qui devraient pouvoir permettre en sorte que lorsqu'ils se déploient pour cette activité, quelle que soit en Côte d'Ivoire, ou que nous ayons quand même des résultats. Bon, parce que s'il faut encore que l'État vienne regarder et tout ça, je pense que ça ne peut pas être opérant comme ça. Bon, maintenant, moi j'invite vous les journalistes de véritablement vérifier, parce que on peut même planter et la terre refuse de prendre. De prendre. Aloïs, vous voulez rebondir? Bien, je retiens un aspect. Denis évoquait l'ouverture, n'est-ce pas, du marché. Et vous vous souvenez que lorsqu'on évoque la question de la banane, tout de suite on pense à la Côte d'Ivoire, hein, parce que c'est quand même vous avez pratiquement le même opérateur de part et d'autre. Et en Côte d'Ivoire, ils ont quand même, ils ne sont pas les seuls. Ils ont d'autres concurrents. Il y en a qui sont nouvellement arrivés, ça fait 2 ans qu'ils sont là, 2 ans, 3 ans. Et ceux-là sont largement indépendants. Ils ne dépendent pas, n'est-ce pas, des subventions. Et ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, des appareils et des techniques venant d'un autre opérateur concurrent. Ce qui est carrément le contraire chez nous. Vous avez un opérateur qui a ses appareils. C'est lui qui peut vous pulvériser. Qui a un avion, c'est lui qui doit vous aider à tout le traitement de place. C'est lui pratiquement qui fait tout ça. On dépend donc pratiquement d'un seul opérateur. Est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui que ceux-là qui sont en mesure, n'est-ce pas, d'investir dans ce secteur-là, ou alors si c'est impossible, bon, je ne sais pas si c'est vraiment impossible, si déjà les Camerounais ont réussi à financer le dernier emprunt du Gabon, j'ai envie de croire que localement, des gens peut-être hésitent encore, n'est-ce pas, à montrer qu'ils sont réellement. Je ne sais pas tout pour quelle raison, mais j'ai envie de croire que dans ces pays, côté économie, des gens ont des capacités extraordinaires. Par 2 fois, on a fait un emprunt obligatoire au Cameroun, et par 2 fois, on est allé au-delà pratiquement des prévisions. Pratiquement. Les Gabonais sont arrivés avec leur emprunt, c'est nous qui avons également 60%. Ça veut dire que les banques ne sont plus en sécurité. C'est comme il y a un temps, c'était devenu pratiquement un champ national. Oh, les banques sont en liquidité. Pourquoi donc ne pas aujourd'hui amener les patrons locaux, ceux-là qui sont en mesure, n'est-ce pas, de faire des choses extraordinaires, de financer l'économie, d'investir, les accompagner? Pourquoi les gens ont peur, n'est-ce pas, d'investir? Bon, malheureusement, sur le plateau, il n'y a pas un opérateur économique de la trame d'un Paul Focam Kémonier ou d'autres. Mais pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de la banane, il faut dire que c'est quand même un secteur extraordinaire. On n'a pas besoin d'être docteur, encore moins bachelier ou licencié, non. Ceux qui sont même à Beau Plantation ou à PHP et autres ne sont pas forcément des gens qui ont le même niveau que vous, peut-être encore pas forcément. Donc, autant il peut absorber beaucoup de main-d'œuvre, autant il n'a pas forcément besoin d'avoir, dans les champs du moins, des gens qui soient bardés de diplômes. Et donc, ça peut nous aider. Pourquoi donc ne pas ouvrir ce secteur-là qui, à ce qu'il paraît, peut aider à lutter contre le chômage et nous aider à peut-être que pas forcément vers l'émergence, parce que l'émergence c'est un ensemble de choses qui sont très complexes et qui manquent aujourd'hui. Emmanuel Kounié, comment inverser la tendance? Oui, moi je crois comment tu fais pour corriger? Oui, il faut noter qu'au départ, le PHP n'est pas le seul opérateur là-bas. Absolument. Il y a je crois deux ou trois autres, enfin je sais pas, il y a d'autres opérateurs. Et puis quand la subvention est arrivée, effectivement les autres opérateurs avaient exprimé le souhait qu'on puisse acheter par exemple un avion commun pour qu'ils puissent utiliser entre eux dans le cadre de cette subvention. Mais la PHP a estimé qu'ils avaient déjà l'avion et puis ils se font payer leurs services par les autres et à des prix qu'eux ils donnent. Vous comprenez? Puis dans cette subvention, il était question de voir les voies de communication, de voir le matériel de transport de produits. Mais c'est la PHP qui facture ses prestations aux autres. Et quand vous êtes quand quelqu'un a ce type de monopole et qu'il y a une subvention,
qui, en principe, c'est pour la filière. Ceux qui gèrent dans cette affaire devraient s'arranger pour qu'on puisse mutualiser les efforts pour avoir des équipements qui puissent servir tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Pour que on a mutualisé les efforts et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de monopole parce que là, il y a un problème de monopole de la PHP qui rend, n'est-ce pas, difficile la fluidité, n'est-ce pas, du travail dans cette filière. Donc, le fait que c'est la PHP qui facture ses services aux autres fait qu'ils ne peuvent pas bouger. Et puis, la conséquence est très simple. Le PHP pèse sur les autres opérateurs et la production diminue. Donc, c'est pour ça qu'il dit que l'État doit pouvoir intervenir là-dedans pour pouvoir voir. En Côte d'Ivoire, l'État est regardant. Je crois que Aloïs peut le dire. L'État est regardant, il suit de près comment est-ce que la filière fonctionne. D'ailleurs, il y a les gens de l'interprofession ici qui sont carrément au service de la PHP et qui, je ne sais pas s'ils émagent là-bas ou qu'est-ce qui se passe, mais ils écoutent ce qu'ils disent et puis ils les suivent parce que ce sont les plus puissants. Donc, il faudrait que l'État s'implique personnellement. Si l'État ne s'implique pas, nous, on ne peut pas s'en sortir dans cette affaire. Donc, pour s'en sortir, il faut que l'État s'implique, que l'État s'assure que ces subventions ont été utilisées pour l'objet pour lequel cet argent est destiné. Par exemple, pour les voies de communication, qu'on s'assure que ça a été fait. Pour le matériel de transport, qu'on s'assure que les autres ne vont pas payer le transport à PHP à prix fort, de manière à ce qu'ils ne puissent pas leur permettre de développer leur activité. Et d'ailleurs, il était établi que ce financement devait permettre de rajeunir les plantations, de créer de nouvelles plantations. Il y a d'abord le vieillissement des plantations qui pose problème. C'est pour ça que la production baisse. Donc on ne peut pas dire que c'est des instituts privés et puis les laisser faire comme ça, non. Et d'ailleurs, comme M. Kouébou l'a dit, il faut noter que ces subventions, c'est de l'argent public. Donc, et c'est l'État qui doit rembourser ces fonds-là. On entend la dernière ligne droite, mais le mot de la fin, Denis. Que faut-il faire pour renverser la tendance, surtout rassurer ce personnel. Hein. Je veux dire que les mesures conservatoires ou alors provisoires ont été prises. Rien ne dit ce qu'il en sera demain. Aloïs rappelait tout à l'heure qu'il y a seulement 4 mois, tous les signaux étaient au vert. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées. Comment ramener déjà la sérénité et le moral au sein du personnel et surtout forger tout cela dans les prochains jours? Je crois que l'État doit revoir un peu sa politique en matière d'investissement. On a vu des multinationales débarquer au Cameroun. On a privatisé, tout le monde dit, on privatise l'entreprise parce que soit ça ne marche pas, soit c'est mal géré, soit il faut de l'argent. Mais chaque fois qu'on a privatisé, prenons en dehors même du secteur, on privatise un secteur. Quelqu'un vous dit je suis un investisseur, vous prenez une artiste dit je viens prendre la Sonnelle, il débarque et c'est l'État du Cameroun qui doit garantir les prêts. En quoi est-ce que vous êtes dans multinational? En quoi est-ce que vous êtes dans un fonds d'investissement? Quelqu'un dit je suis un fonds d'investissement. Dès qu'il arrive là, il faut que l'État garantisse des prêts. Ça, c'est l'État qui vous achète des équipements alors que vous êtes venu comme investisseur. Si vous voulez, si on veut faire le commerce équitable dans le secteur, la filière banane, il faut que ceux qui prétendent être des multinationales puissent présenter les preuves de leur surface financière. Pour ne pas venir comme investisseur, en réalité pour prendre ici chez nous et repartir. Venez avec une surface financière. Que ceux qui viennent aujourd'hui dans la filière disent je mets tel montant sur la table et l'État met à votre disposition des terres. Si vous voulez prendre la CDC, ne prenez pas la CDC parce que vous avez appliqué à 4 milliards de subventions. Dites, je reprends sur les 6 000 hectares de bananes à CDC. Moi, je reprends 2 000 hectares. Voici ce que je mets sur la table. Je crois que le Cameroun est ouvert aux investissements étrangers. Ce n'est pas tant, quoi qu'il n'y a pas ce militantisme pour que le Cameroun n'accorde pas une hospitalité aux investisseurs étrangers. Je crois qu'on a grand besoin d'investisseurs étrangers à condition qu'ils soient des vrais investisseurs. Ce qui choque et étonne, c'est que des gens qui sont censés être des porteurs de capitaux viennent plutôt chercher à gaspiller sur le peu qu'on a à l'intérieur. Je crois qu'il faut qu'on fixe des conditionnalités claires pour ceux qui veulent entrer dans le service. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, quand on parle de la CDC, quand M. Moutou parlait de détournement d'objets, vous savez, il y a des décisions souveraines qui peuvent être prises par l'État. On n'a pas besoin de subventions pour payer les salaires.
des CDC. L'État du Cameroun peut lever des fonds pour payer. Parce que c'est l'État actionnaire. L'État peut payer ces salaires-là. Mais lorsque vous avez une subvention, la subvention a un objet. Si vous n'en voulez pas, moi je souhaiterais qu'on ne prenne jamais de subventions. C'est-à-dire qu'on développe nos entreprises par nous-mêmes. Mais si vous prenez une subvention, les subventions aussi c'est parfois avec des conditionnalités qui sont insupportables. Je crois que personne ne va encourager nos économies à aller vers les subventions parce que même quand le FMI nous appuie, c'est avec les conditionnalités. Quand la Banque mondiale intervient, c'est avec les conditionnalités. La seule façon pour nous d'échapper au diktat des conditionnalités, c'est de pouvoir nous autogérer. Merci de notre souveraineté. Notre souveraineté. Pas de façade. En deux mots de la fin, peut-être interroger la gouvernance de cette... Je ne peux pas porter un jugement sur la gouvernance de cette entreprise parce que je n'ai pas mené des investigations là-bas. Mais moi, j'aurais plutôt dire que on ne peut pas dire au Cameroun que pour ramener la production de la banane à 500 000 tonnes, on va seulement compter sur cette multinationale et sur la CDC. Tout à fait. On peut encourager des petites exploitations. Beaucoup, moi j'ai vu la banane pousser à Garoua. Ça veut dire que si la banane peut pousser à Garoua, ça veut dire que toute la forêt qui a à Kangaoundéré et Belabo, on peut faire des bananeraies là-bas. L'État peut, à travers le ministre sectoriel qui est le ministre de l'Agriculture, et d'ailleurs même je crois qu'il y a beaucoup de subventions pour ceux qui veulent faire de l'agriculture, bon, la banane, le plantain. On peut collecter donc la production des ces petits agriculteurs-là et porter maintenant la production au niveau où le Cameroun veut. Et puis je voudrais quand même revenir sur ce qu'il a dit. Pourquoi les Camerounais, les milliardaires camerounais ne s'intéressent pas à l'agriculture? Moi, je constate qu'au Cameroun, on est milliardaire soit parce qu'on a collecté l'épargne publique, soit parce qu'on a brûlé nos devises pour aller prendre des choses ailleurs et venir les revendre ici. Et vraiment, je crois que ces générations de milliardaires doivent penser qu'ils ne font pas les biens au Cameroun. La dernière fois, on était sur ce même plateau, on parlait de la crise des devises, tout simplement parce que quand vous allez acheter du poisson pour revenir vendre ici, vous ne faites pas du bien à l'économie du Cameroun parce que vous n'apportez aucune valeur ajoutée à l'économie camerounaise. Vous réussissez seulement à collecter l'épargne là, sans pour autant apporter de la valeur ajoutée. Pourquoi nos milliardaires là ne peuvent pas s'investir dans l'agriculture? Moi j'ai suivi récemment une actualité, on disait que M. Bokom avait décidé de s'investir dans l'exploitation du fer. Voilà un national qui a pris sur lui d'aller vers un secteur qui peut porter, qui peut vraiment apporter de la valeur au pays. Il faut que tout le reste des milliardaires essaient de comprendre que nous avions aussi besoin qu'ils puissent produire ce que nous pouvons vendre à l'extérieur, ramener les devises, parce que c'est quand on ramène les devises au Cameroun que notre masse monétaire en circulation va circuler. Et les gens ne vont plus pleurer le manque d'argent partout. Alors, la dernière intervention sur le sujet pour l'émission, je interroge davantage le chroniqueur de cette actualité-là. Vous avez espoir, vous pensez que les emplois qui semblent à un moment menacés seront préservés et que le dispositif mis en place va peut-être permettre d'avoir davantage d'investisseurs pour cette filière afin de rebooster la production locale? Connaissant un peu la crainte des Yaoundé lorsqu'on parlait de la grève, d'une grève quelque part, et au regard de notre actualité qui n'est pas toujours rassurante lorsqu'on évoque les questions de sécurité et de santé d'entreprise, je pense qu'à Yaoundé, on fera des pieds et des mains pour qu'une solution réelle, pas factice, soit vraiment trouvée. Parce qu'il en va, n'est-ce pas, la paix. Si vous avez déjà des flammes ardentes d'un côté, de l'autre également, vous avez des
coups de feu et qu'au milieu, jusque-là, l'entreprise, jusque-là, on n'a pas encore attaqué la PHP. Hein. Ce qui est pour nous, je peux dire, une chance pour nous, entre guillemets, parce que jusque-là, la PHP, on a le sentiment que n'aide pas encore ses employés, n'est-ce pas, à vivre décemment de leur travail. Bon, ce que je dis là peut être relatif, peut-être qu'il y en a qui gagnent décemment, mais il y a quand quelqu'un a quand même 108 000 poussières et que vous avez... un salarial. Je pense qu'on peut quand même questionner cela, on peut les aider à gagner plus. Donc maintenant, pour revenir à votre question, Yaoundé, on est, parce que je pense qu'on fera les pieds et les mains pour que ce qui a commencé à poindre là ne continue même plus à germer. Parce que sinon, ça peut servir d'élément, comment dirais-je, enclencheur d'une situation qui puisse être incontrôlable. Donc, du coup, et en 2008, c'était hier. Et ça a commencé comme ça. On ne peut donc pas aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, laisser encore prospérer. Non, du coup, je pense qu'on fera tout. Maintenant, pour que la filière réussisse, pour que la PHP et autres gars, les personnes qui veulent investir, il faudrait qu'on questionne également à qui appartiennent les terres sur lesquelles il y a PHP travail. Il faut dire que c'est une mafia. Bon, mafia. Peut-être que ça, le mot peut faire sourire certains, mais en vérité, c'est une filière très ambiguë qui demande à être examinée à la loupe. Maintenant, la question agricole doit être également vulgarisée. Lorsque vous faites le parcours de la Yaoundé, vous n'avez que la forêt partout. Ça nous sert à quoi tout ça? Ça n'héberge que les serpents. Merci Aloïs, Emmanuel, Joseph, Denis. Je rappelle également que Joseph Espoir Billon était avec nous en première partie. Nous, on va continuer à jouer notre rôle de veilleur, notre rôle social, notre rôle d'enquêteur, avec des experts, des spécialistes, des confrères qui vont nous accompagner tout au long de ces missions-là. Merci à vous également à la maison. On va évidemment davantage suivre ce processus électoral qui est engagé, qui va se poursuivre selon le calendrier jusqu'au 9 février 2020 pour les élections législatives et municipales. D'ailleurs, c'était l'essentiel des thèmes qu'on a essayé de parcourir ce soir, à mardi prochain, pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.